Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence grand public sur la MASH, nouveau nom de la NASH. C'est en effet aujourd'hui la journée internationale de cette maladie. Et donc il m'a semblé intéressant, après quelques années où le Covid nous empêchait de faire des réunions publiques, de profiter de ce moment de répit pour vous parler de cette maladie. Alors on a invité quelques patients, on a fait un peu de publicité là où on a pu. Je suis en tout cas heureux de voir qu'il y a quand même un peu de monde présent, donc c'est très bien. Vous allez voir qu'on a un programme qu'on va découvrir cet après-midi, où j'ai voulu une vision 180 de cette pathologie. On parlera de prévention et puis de traitement des formes éventuellement les plus sévères. Je tiens à remercier Monsieur Lagorce, Johan, qui me fait l'honneur d'être présent, à qui je vais laisser le micro dans quelques secondes. C'est grâce à Monsieur Johan Lagorce, qui est directeur général adjoint du CHU, que cette réunion est possible, car c'est lui qui a mis à disposition cet amphithéâtre et toute la logistique qui va avec. Monsieur Lagorce, si vous voulez dire quelques mots. Merci, professeur. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis très honoré d'ouvrir cette séquence et ce moment d'information à l'occasion de la Journée internationale de la MASH. Je profite de ce petit mot d'introduction pour remercier toutes les équipes du CHU qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Je remercie également tous les intervenants de la réunion qui vont animer les échanges aujourd'hui. Et je remercie particulièrement le professeur Anti qui a coordonné l'organisation de cette réunion d'information. Comme vous pourrez le voir et comme vous pouvez le découvrir avec le programme de la réunion d'information, Monsieur Anti a réuni pour cette réunion d'information l'éventail des compétences et des savoir-faire des équipes de soins, des équipes médicales, des équipes chirurgicales du CHU de Nice, équipes qui œuvrent au quotidien pour améliorer l'état de santé de la population niçoise. Les équipes du CHU, en partenariat avec les professionnels de ville, en partenariat avec les autres établissements du territoire, s'investissent chaque jour pour faire en sorte d'améliorer l'état de santé de la population. Ça passe par plusieurs vecteurs. Ça passe d'abord par les actions de prévention du développement des pathologies, notamment par ces réunions d'information. On parle ici pour la MASH d'une pathologie qui a une prévalence qui touche 11% des femmes et 25% des hommes de plus de 40 ans. Des équipes qui œuvrent au quotidien pour traiter la pathologie et pour prévenir son aggravation, en accompagnant notamment leurs patients avec, je pense notamment aux activités d'éducation thérapeutique. Et donc, actions qui ont pour objectif de permettre aux patients d'adapter leur mode de vie et donc de lutter contre l'aggravation des pathologies. Des équipes médicales, chirurgicales et de soins qui œuvrent également au quotidien pour prendre en charge les pathologies les plus graves, avec des équipes médicales et chirurgicales qui sont spécialisées dans des prises en charge de recours. Prise en charge de recours pour lequel les équipes du CHU sont en référence sur tout le territoire de PACA Est. Et je pense notamment à la transplantation hépatique et à l'action du docteur Raillard. Et également des équipes qui œuvrent au quotidien pour développer la recherche afin d'améliorer à la fois la prévention, la détection et le traitement des pathologies, notamment avec l'implémentation de médicaments innovants. Alors, la journée, l'événement d'aujourd'hui, la réunion d'information d'aujourd'hui, elle a pour objectif, par les différents échanges, de renforcer la connaissance de chacun d'entre nous sur cette pathologie, à la fois en tant qu'individu, mais également potentiellement en tant que patient et en tant que professionnel de santé. Avec comme objectif, donc en termes d'action de prévention, d'améliorer la prise en charge de la maladie avec une détection la plus précoce et la plus complète possible. Je n'ai pas de doute sur le fait que cette réunion constitue une pierre à l'édifice pour améliorer la qualité de prise en charge des patients et l'état de santé de la population niçoise. Et donc, je remercie encore une fois les équipes qui ont œuvré pour organiser cette réunion d'information et pour la richesse du programme qui vous est proposé aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite de bons échanges.
Alors, je suis très honoré de la présence du docteur Hervé Caël, qui est le représentant de M. Estrosi et vice-président du conseil de surveillance du CHU de Nice, à qui je vais laisser la parole aussi pour quelques mots d'introduction. Merci de votre présence. Merci à vous. Je n'interviendrai pas effectivement ici en tant que médecin, puisque ce n'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai le plaisir de représenter ici le maire, Christian Estrosi, qui préside le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire de Nice, et j'en assure la présidence déléguée. Je voudrais remercier les équipes qui ont organisé cette réunion à l'occasion de la journée internationale de la stéatose hépatique métabolique, saluer en particulier le professeur Rodolphe Anti, le docteur Philippe Goual, et bien évidemment toutes les équipes du centre hospitalier universitaire, que je félicite au nom du maire, les équipes médicales, les équipes chirurgicales et les équipes paramédicales. Souligner qu'il est particulièrement intéressant de voir un centre hospitalier universitaire qui est ouvert sur la ville, ouvert sur les médecins traitants qui sont en ville, ouvert sur l'ensemble des patients, et vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour assister à cette réunion. Satisfait de voir aussi que dans toutes ces pathologies, c'est l'ensemble des éléments qui sont pris en compte. C'est la prévention, c'est l'éducation thérapeutique, et je l'ai dit, c'est la prise en charge de qualité sur le plan médical et sur le plan chirurgical. Je voudrais enfin, parce que je ne vais pas être plus long, m'excuser parce que je ne pourrais pas rester. Vous savez qu'on est dans une période politique qui est relativement agitée. Mais je ne vais pas développer là-dessus, parce que si je développe, je risque réellement de vous créer une crise de foi. Bonne réunion à tous. Merci. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Vous avez ici la silhouette d'un homme plutôt bien charpenté et cet organe rouge qui est en haut à droite de l'abdomen, vous le pressentez, c'est le foie. À quoi sert le foie? C'est un organe vital. Sans foie fonctionnel, eh bien, c'est le décès du patient. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est crucial pour la régulation de grandes fonctions physiologiques. Si on commence ici, c'est un régulateur énergétique. En effet, le foie voit arriver à lui tous les résidus des aliments que vous avez digérés. Et avec les glucides et les lipides que vous avez mangés, il va faire de l'énergie. Et avec les protéines qui ont été digérées par le tube digestif, il va faire de nouvelles protéines. Et donc, il a un rôle essentiel dans la synthèse protéique. Et parmi certaines de ces protéines, certaines sont dévolues un rôle important qui est la coagulation. Et cette coagulation, elle est en effet, je vous mets le pointeur laser, tac. La coagulation, c'est crucial, c'est quand on se coupe, ce qui permet d'arrêter de saigner. Et dans certaines maladies du foie avancées, eh bien, il peut y avoir des troubles de la coagulation. Le foie est également un organe clé de l'immunité qui nous défend contre bactéries, virus, champignons et cancers. Et donc, quand le foie est altéré, eh bien, on peut être plus susceptible d'attraper ces pathologies infectieuses. Et le foie a un rôle également de régulation hormonale. Et puis enfin, il détoxifie beaucoup de choses, certains médicaments métabolisés par le foie, et également une protéine importante dans l'organisme qui est l'hémoglobine, qui est la protéine contenue dans les globules rouges, qui transporte l'oxygène et qui permet à nos cellules de respirer. Eh bien, les globules rouges sont recyclés tous les 3 mois, l'hémoglobine est transformée en bilirubine, et cette bilirubine va être expulsée par le foie dans le tube digestif. C'est elle qui colore les selles en marron. Et lorsqu'il y a une maladie du foie, parfois, il y a une couleur jaune qui est présente chez le patient. C'est parce que la bilirubine est augmentée. Alors, quelles sont les causes qui peuvent agresser le foie? Elles sont nombreuses. Et les voici. Si on commence par les plus fréquentes, vous voyez que c'est la consommation excessive de boissons alcoolisées qui, sous nos contrées occidentales, représente de loin la cause la plus importante et la plus agressive au niveau du foie. Mais juste derrière, on voit les pathologies hépatiques liées à l'obésité. Et puis, grand classique, vous avez également les hépatites virales, avec le virus de l'hépatite A, B, C, D. Voilà. Vous avez également parfois des médicaments qui, de façon pris au long cours ou pris sur une courte période, peuvent agresser le foie,
quelques pathologies des vaisseaux, petits vaisseaux ou gros vaisseaux qui arrivent ou qui partent du foie. Et ici, je vous ai représenté, vous avez un champignon, vous reconnaissez ce que c'est ? C'est une amanite phalloïde. Et donc, si par mégarde dans votre panier de champignons, elle est présente et que vous faites une poêlée, eh bien, c'est mortel. Et c'est mortel parce que ça détruit le foie. Alors, c'est quoi un foie ? C'est ça. Ça, c'est un foie humain normal. Vous voyez, ça ressemble un peu au foie de veau que vous allez chez le boucher, si vous allez, ça ressemble un peu à... Ça en a la couleur, c'est une consistance un peu molle, vous avez vu ces tranches de foie. Et donc ça, c'est un foie normal, qui a une belle tête. Et voici à côté un foie avec une cirrhose. C'est quoi la cirrhose ? Vous voyez, c'est un foie qui est très différent de ce qui est à gauche. Il est cabossé, on dit qu'il est dysmorphique. Si on pouvait le palper, il serait dur, contrairement au foie normal. Et puis, si on passait la main dessus, on sentirait cet aspect granuleux. Et ça, c'est une modification de l'architecture du foie qui est caractéristique de la cirrhose. Alors, pourquoi avoir une cirrhose, c'est embêtant ? Eh bien, la cirrhose peut se décompenser. Ça veut dire que la fonction hépatique peut se détériorer. Et là, vous avez un pauvre monsieur qui a visiblement une cirrhose assez avancée, avec, vous voyez, un ventre très gonflé, plein de liquide qu'on appelle l'acide. C'est du liquide dans son abdomen qui vient parce que le foie produit du liquide. Et vous voyez qu'il est jaune, ce monsieur. Donc c'est le pigment, la bilirubine qui lui colore la peau et les téguments jaunes. Et vous voyez qu'il est très dénutri. Il n'a plus de pectoraux, il n'y a plus de biceps, de triceps. Il est dénutri et ça, c'est la synthèse protéique qui est altérée avec l'insuffisance hépatique. Donc ça, c'est la grande complication de la cirrhose. Il y a une deuxième grande complication que l'on craint dans les formes les plus avancées, c'est le cancer du foie. Et le cancer du foie, vous voyez, il est représenté à nouveau sur le bonhomme transparent par ce spot rouge. On voit une espèce de boule dans le foie, on appelle ça un nodule en langage médical. Eh bien, l'apparition d'un nodule dans le foie de cirrhose, c'est très évocateur d'apparition d'un cancer du foie. Donc, ce n'est pas une métastase d'un cancer qui vient d'ailleurs, c'est vraiment le foie qui produit un cancer à cause de la cirrhose. Alors, finalement, l'histoire naturelle peut être résumée sur ce schéma, de haut en bas. Vous voyez qu'on a d'abord un foie normal, et vous avez un ou plusieurs agents agressants qui sont présents au niveau du foie, donc l'alcool, l'obésité et les hépatites virales. Parfois, les patients peuvent avoir plusieurs causes associées, c'est possible. Donc c'est important pour les équipes médicales de traquer les facteurs de risque présents et d'essayer de les traiter. S'il y a un excès de consommation d'alcool, on va arrêter l'alcool. S'il y a une obésité, on va traiter l'obésité. On va voir comment tout à l'heure. S'il y a une hépatite virale B ou C, eh bien on va mettre un traitement spécifique antiviral pour bloquer ces virus, etc. Malheureusement, parfois, on n'arrive pas à bloquer ces agents. Et vous voyez que j'ai représenté les éclairs rouges. Ça veut dire que ça représente l'agression permanente. Alors, vous voyez, ça dure quelques années, à quelques dizaines d'années. Ça n'apparaît pas en quelques jours. C'est une histoire qui dure longtemps. Et donc, l'inflammation fait que... L'inflammation au niveau du foie chronique s'appelle une hépatite. It veut dire inflammation. Appendice, appendicite. Méninge, méningite. Et lorsque le foie est enflammé, ça s'appelle une hépatite. Et le fait de dire qu'elle est chronique, ça veut dire qu'elle persiste dans le temps. Et donc le problème d'une hépatite chronique, c'est que l'inflammation au niveau du foie va se compliquer de l'apparition de remaniements du foie. C'est ce qu'on appelle la fibrose. La fibrose, ce sont des dépôts de tissus collagéniques. Un peu comme quand vous vous coupez la peau pour que ça cicatrise, ça vous laisse une cicatrice. Mais cette cicatrice n'est pas fonctionnelle comme une peau normale, elle est blanche. Elle ne bronze pas au soleil, il n'y a pas de poils dessus, parfois elle est peu sensible. Eh bien, la fibrose dans le foie, c'est comme une accumulation de cicatrices liées à ces hépatites, quelle que soit la cause, qui vont mener à la cirrhose. Donc, vous voyez, la cirrhose n'est pas qu'une cirrhose alcoolique, la cirrhose peut être de toute cause possible. Et on retrouve après les possibles complications, comme je vous l'ai illustré préalablement, décompensation, cancer. Et donc, parfois, si on arrive à arrêter l'élément d'agression du foie, la situation peut se stabiliser. L'insuffisance hépatique peut réverser, le cancer peut être traité et ça va bien. Et parfois, malheureusement, la défaillance hépatique est telle que la vie est menacée, ou alors le cancer est présent et un risque de récidive est important, et la seule chance de sauver le patient est parfois de faire une transplantation hépatique. Alors, est-ce que c'est une fatalité tout ça ? Non, car le foie a une certaine résilience. Il est capable de se régénérer si les lésions qui l'agressent disparaissent. C'est pour ça qu'il est important de les rechercher, de lutter contre le plus précocement possible. Évidemment, plus on va intervenir tôt, plus on va être efficace. C'est plus difficile de faire réverser une cirrhose, même si c'est possible. C'était un dogme il y a 40 ans, on pensait que la cirrhose est un état irréversible. Eh bien, ce dogme est tombé il y a 20 ans quand on a prouvé que la cirrhose post-virale B
pouvait réverser. Idem pour la cirrhose post-virale C, et c'est vrai aussi pour la cirrhose MASH dans certains cas. Alors finalement, vous comprenez que pour le médecin, une question clé va être de savoir comment diagnostiquer chez un patient donné le stade de fibrose du patient. Vous revoyez ici le foie normal, la cirrhose, le foie entre les deux, et donc le grade, l'échelle de valeur qui va nous permettre de dire, eh bien là, il n'y a pas de fibrose, là, il y a une cirrhose, et là, on est entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a en pratique jusqu'à il y a 20 ans, on n'avait que la biopsie du foie. Ça veut dire un carottage dans le foie. Comme on carotte la glace polaire pour voir un peu de quoi elle est constituée, eh bien, on fait un carottage dans le foie. Ça peut être un peu hémorragique, ça peut être un peu douloureux parfois. Ce n'est pas toujours très facile. Et donc, depuis 20 ans, on a inventé des éléments qui ont révolutionné la prise en charge de la maladie. Ce sont ce qu'on appelle les tests non invasifs de la fibrose hépatique. Et je ne peux pas ne pas parler du FIB4, qui est un test très simple. C'est le roi des tests simples, j'allais dire. Vous voyez que l'équation qui le calcule est marquée ici. Il y a 4 paramètres, l'âge et 3 paramètres biologiques. Et si votre médecin traitant veut savoir comment va votre foie, eh bien, il va demander ces paramètres parce que ASAT et ALAT sont des enzymes hépatiques qui font partie de tout bilan hépatique que l'on explore. En effet, leur élévation signe une destruction des cellules hépatiques. Et puis ici, vous avez des plaquettes. Ça, c'est un type de globule circulant dans le sang. Et lorsqu'elle diminue, eh bien, c'est signe de cirrhose. Et donc, vous voyez que ce test, selon sa valeur, permet de se dire, pour les patients qui ont une valeur inférieure à 1,3, qu'il n'y a pas de maladie grave du foie, il n'y a pas de fibrose avancée, il n'y a pas de cirrhose, pas de pré-cirrhose. Au contraire, si la valeur du FIB4 est au-delà de 2,67, eh bien c'est assez évocateur d'un risque potentiellement présent de fibrose avancée, pré-cirrhose ou cirrhose. Alors évidemment, il y a des mesures, il faut faire un petit peu attention. Le FIB4 doit toujours être interprété par le médecin traitant en prenant compte, il faut que la situation soit calme par ailleurs. Ça ne doit pas se faire dans une situation d'hépatite aiguë. Ce n'est valable que dans le cas d'une évaluation d'une hépatite chronique. Mais il faut savoir que le FIB4 maintenant est incrémenté sur tous les tests biologiques faits par les laboratoires du 06. Et donc c'est un test de dépistage qui permet, face à un patient avec un facteur de risque, de se dire attention, le foie est peut-être en souffrance. S'il est augmenté, on pourra faire un deuxième test. Alors il y a différents tests, mais celui que je voulais vous présenter, parce que certains d'entre vous l'en ont déjà eu, c'est le FibroScan. Et le FibroScan a pour principe d'évaluer la dureté du foie. Je vous ai montré tout à l'heure qu'un foie normal, c'est plutôt souple, hein. Un foie cirrhotique, c'est dur. Eh bien, le FibroScan va permettre d'évaluer cette dureté. C'est très simple, c'est basé sur un faisceau ultrasonore, comme le sonar des chauves-souris. Ces faisceaux ultrasonores vont dans le foie, est réceptionné par la sonde, et ça va nous donner un chiffre qui va nous permettre de situer le patient dans l'échelle potentielle de fibrose. Et si globalement votre valeur de FibroScan est inférieure à 7 kPa, c'est très rassurant, vous n'avez pas de maladie grave au niveau du foie. Si par contre il est supérieur à 14, ça peut être signe de cirrhose. Donc là encore, le FibroScan doit être interprété avec précaution, mais ça nous aide beaucoup, ça dégrossit bien la situation et ça peut être répété dans le temps. Et les études montrent que la répétition de ces tests est tout à fait pertinente pour pouvoir suivre les patients. Alors ça, je vous ai présenté finalement l'histoire naturelle de l'ensemble des maladies du foie. Eh bien, la maladie qui nous intéresse aujourd'hui, la MASH, obéit à ces éléments-là. Et alors finalement, qu'est-ce qui se passe si on reprend notre monsieur transparent? Vous voyez qu'entre là, ici, ce jeune homme de 30 ans qui avait l'air d'être en pleine forme, et puis cette silhouette qui peut-être est un monsieur qui a un peu vieilli et qui a pris un certain embonpoint au niveau de la zone abdominale, eh bien, le foie, entre les deux, a grossi et s'est gorgé de lipides, s'est gorgé de gras. Et cette maladie s'appelle donc actuellement la maladie du foie stéatosique dysmétabolique. Elle s'appelait avant la maladie du foie gras non alcoolique. Mais ce terme a été abandonné il y a 1 an parce que le terme foie gras a été jugé stigmatisant à juste titre par les associations de patients anglo-saxonnes qui ont demandé à ce qu'on abandonne le terme de foie gras pour le remplacer par foie stéatosique. Et le terme de non alcoolique faisait référence au fait que ce n'est pas une maladie du foie liée à l'alcool, c'est une maladie du foie lié au métabolisme, mais le mot métabolique n'apparaissait pas. Et donc, il a été jugé par les experts plus pertinent de parler de la maladie du foie stéatosique, métabolique ou dysmétabolique. Il y a des synonymes en français. Vous voyez que le terme anglais, c'est MASLD pour Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease. Donc, la MASLD, c'est-à-dire les stéatoses hépatiques métaboliques, c'est l'ensemble des maladies du foie stéatosique liées au dysmétabolisme.
qu'est-ce qu'il en est des lésions présentes chez ces patients? Dans 80% des cas, les patients ont juste un engorgement graisseux du foie, qu'on appelle une stéatose hépatique simple. Chez ces patients-là, il n'y a pas d'hépatite, il n'y a pas de MASH, et généralement l'évolution est bonne. Il n'y a pas de maladie sévère présente chez eux. Au contraire, chez 20% des patients, il peut apparaître une MASH. Donc la MASH, c'est le nouveau nom de la maladie. Avant, on appelait ça la NASH, pour non-alcoolique stéatohépatitis. Et bien là encore, le terme non-alcoolique a été abandonné. Et donc maintenant, on lui préfère le terme de métabolique, dysfunction associated steatohepatitis. Donc la stéatohépatite, dysmétabolique, stéatohépatite. Vous voyez qu'on est dans l'hépatite, il y a l'inflammation du foie. Stéato, c'est l'inflammation du foie liée au gras. Eh bien, donc, vous voyez, 20% des patients avec une MASLD ont une MASH et environ 20% des patients avec une MASH ont une cirrhose MASH. Et tout l'enjeu de nos équipes, c'est de trouver ces patients avec une cirrhose MASH ou qui sont en route vers la cirrhose MASH pour leur proposer une prise en charge intensive. Ça n'empêche pas de proposer des mesures préventives chez les autres, évidemment. Alors pourquoi ça s'appelle stéatose hépatique métabolique? Grosso modo, on pourrait dire parce que c'est souvent associé au syndrome métabolique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est par définition l'association de 3 éléments parmi les 5 dont vous avez forcément entendu parler: l'obésité centrale, c'est-à-dire l'augmentation du tour de taille, l'élévation d'un type de lipides dans le sang qu'on appelle les triglycérides, la baisse du bon cholestérol, le HDL cholestérol, l'hypertension artérielle et le prédiabète ou le diabète. 3 parmi ces 5 éléments, s'ils sont présents, ça vous définit un syndrome métabolique. Et le fait d'avoir un syndrome métabolique, ça illustre le fait que probablement il y a une insulinorésistance, un concept que Philippe Gual va vous présenter juste après. Et ça, c'est très associé au foie stéatosique. Alors, pourquoi en parler? Pourquoi faire une journée internationale de la MASLD? Vous l'avez compris, parce que c'est très fréquent. Regardez cette carte du monde sur un papier récemment sorti. Vous voyez qu'aux États-Unis, on estime que c'est 1/3 de la population qui aurait le foie gras. 1/3. En Amérique du Sud, 44%. C'est vraiment très important. En Europe, en Occident, globalement, à l'échelon européen, 25% de la population. En Asie, 28-30%. Australie, 31%. Et au Moyen-Orient, 36%. Donc c'est vraiment majeur et ça vient du fait que ça suit la fréquence épidémiologique de l'obésité. Alors qu'en est-il en France? Eh bien, les Français, par leur mode de vie French way of life, le mode de vie à la française, probablement assez protecteur, probablement cette gastronomie. On a la chance ici d'être en région méditerranéenne et donc probablement d'avoir une tradition culinaire assez protectrice. Eh bien, vous voyez qu'on est un peu moins sévèrement touché par la MASLD en France. Ça, ce sont des chiffres de 2020 sur une grande étude de 100 000 de nos concitoyens métropolitains. Et vous voyez que c'était 18% de la population qui globalement avait le foie gras, dont, dans le détail, 11% des femmes et 25% des hommes, et c'est plus à partir de 50-60 ans qu'on observe cela. Et parmi ces patients, on estime qu'il y a environ 220 000 de nos concitoyens qui auraient une MASH avec une fibrose avancée, c'est-à-dire une pré-cirrhose ou une cirrhose. Donc 200 000 patients, parfois qui s'ignorent, souvent qui ne connaissent pas, et donc pour lesquels on espère que la prise de conscience de la part de la population générale, des médecins traitants, l'usage du FIB4 permettra de les trouver. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que le fait d'avoir le foie gras, ça peut conduire, donc, je vous l'ai dit, à la fibrose du foie, mais ça s'inclut également dans un organisme qui a différentes maladies. Et finalement, de quoi meurt-on quand on a le foie gras? Juste la stéatose sans la MASH, eh bien, on meurt de choses qui touchent la population globale. Ce sont les maladies cardiovasculaires et les cancers extrahépatiques, qui sont les causes de décès habituelles en population globale. Mais le fait d'avoir une obésité, le fait d'avoir un syndrome métabolique, une insulinorésistance, ça vous augmente le risque de vieillissement des artères du cœur, des artères du cerveau, donc le risque de mourir ou d'être handicapé par une maladie cardiovasculaire. Et de même, ça augmente le risque de cancer extrahépatique. Et ça augmente également le risque de maladie rénale. Alors, que proposer? Eh bien, l'algorithme proposé de façon assez consensuelle dans les recommandations se base sur le fait qu'il va falloir déjà classer les patients. Donc, avec un test non invasif, on va savoir quel est le degré de sévérité de la maladie hépatique. Et pour tous les patients, il faudra proposer ce qu'on nomme des mesures générales, c'est-à-dire lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaires, puisque je viens de vous dire que c'était une des premières causes de mortalité globalement. Bien équilibrer un diabète. Un diabète, c'est vraiment une maladie qui
qui est l'archétype de l'insulinorésistance, où le sucre a du mal à être utilisé par l'organisme, eh bien, son bon équilibre est extrêmement important à avoir. Et les médecins généralistes et les diabétologues ont maintenant des armes, des outils très efficaces pour le prendre en charge. Il faut arrêter le tabac parce que ça va protéger vos artères, et puis lutter contre l'élévation éventuelle du mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. Il faut arrêter la consommation d'alcool parce que quand vous avez une maladie du foie, même si vous ne buvez pas beaucoup d'alcool, eh bien, cette stéatose hépatique métabolique peut être aggravée par une consommation d'alcool, même faible. Et il va falloir dépister les cancers, comme ça devrait être dépisté en population générale, c'est-à-dire dépistage du cancer du sein chez la femme avec la mammographie, dépistage du cancer du côlon chez l'homme et chez la femme avec les tests que vous recevez peut-être chez vous après 50 ans, et puis le cancer de la prostate chez les hommes. Deuxième ligne de mesure, et on va les développer tout à l'heure, les mesures dites hygiéno-diététiques. Et là, il faut des mesures diététiques personnalisées. Et c'est ce que Delphine développera. Et puis, associé à ça, les mesures d'activité physique, là encore, personnalisées. Et c'est pour ça que l'activité physique adaptée à quoi? Adaptée à la morphologie du patient, va permettre de pouvoir être efficace. Et puis, il faut lutter contre la sédentarité. La sédentarité, c'est le temps que l'on passe assis ou allongé dans un lit, à scroller devant son réseau social préféré ou être complètement addict au niveau de sa série préférée. Alors, vous avez pour des patients très sélectionnés la chirurgie bariatrique qui peut être proposée. Vous avez une révolution qui arrive avec les nouveaux médicaments de la perte de poids qui promettent une efficacité assez importante. Et puis, on a des nouveaux médicaments anti-MASH que vous présentera Régine, qui ouvrent de l'espoir, ils ne sont pas encore disponibles. Et puis enfin, si jamais il y a une cirrhose, eh bien là, il faut se rapprocher d'un centre spécialisé parce que, vous avez compris, ça peut être associé à des conséquences importantes. Donc avec ça, je vous ai présenté le programme à venir et on va passer la parole à... Alors, on peut prendre quelques questions et puis, après, passer la parole à Philippe. Est-ce que vous avez des questions? Soyez pas timide. Ça ne peut pas être des questions personnelles pour traiter votre pathologie à vous. Ça ne peut être que des questions d'ordre général. Merci. Par rapport à l'acide, il existe une alpha-pompe fabriquée en Suisse. Vous connaissez, professeur? Oui, alors Michel Raillard est un spécialiste de l'alpha-pompe et donc on a eu le dispositif à Nice, on l'a essayé. Le mieux quand il y a de l'acide, c'est s'il y a l'âge possible encore de changer le foie, changer le foie. Si ce n'est pas possible, l'alpha-pompe, le principe de l'alpha-pompe, c'est une pompe qui va pomper l'acide et la mettre dans la vessie pour uriner l'acide. Donc voilà, ça existe, certains centres en France en mettent. On en a mis un il y a quelques années. Michel Raillard, qui est arrivé, qui se présentera tout à l'heure, pourra vous en dire un mot un peu plus. Ça peut marcher, ça peut rendre service dans quelques indications très particulières. Merci pour cette question. Autre chose? N'hésitez pas en cours d'après-midi, si vous avez une question sur un topo précédent, à poser la question. Tu as Philippe, je pense. Voilà. Merci Rodolphe. Excusez-moi. Oui. Je voulais savoir pour les nouveaux médicaments contre la MASH, ce sont des nouveaux, comment je pourrais dire ça avec mes mots, des nouveaux principes actifs ou des molécules ou des principes actifs qui sont connus? Alors, les deux. Vous avez des molécules utilisées depuis 10 ans par les diabétologues pour traiter le diabète qui ont été essayées spécifiquement chez des patients qui ont une MASH sans diabète et ces molécules sont très prometteuses. On n'a pas encore les essais thérapeutiques qui sont ces grandes études faites au niveau international et qui incluent 3000 patients sur différents continents, sont en attente. On aura les résultats, notamment pour le sémaglutide. Et donc, Régine pourra en dire un mot. Mais il y a une autre molécule que Régine vous présentera, je ne vais pas dévoiler son topo, et ça, c'est une molécule très innovante. Donc, il y a à la fois des molécules anciennes qui sont recyclées, notamment toutes les molécules de la perte de poids, c'est assez fantastique. Ça pourrait être fantastique. Bien sûr, parce que c'est une pathologie du poids, vous allez voir pourquoi. Mais il y a également des molécules très innovantes ciblant le foie.
Donc, eh ben, on va commencer. Merci d'être tous venus. Et, donc, Rodolphe a très, très bien introduit la pathologie. On m'a demandé d'essayer d'expliquer cette pathologie qui est extrêmement compliquée. Donc, je vais essayer de le faire le plus simplement possible. Je vais me présenter. Je suis Philippe Gual, je suis directeur de recherche. Je dirige une équipe qui s'intéresse aux maladies chroniques du foie, que ce soit associées à l'obésité et à l'alcool, dont fait partie le professeur Anti. Rodolphe vous a très bien dit à quoi servait le foie. Donc, il y a énormément de fonctions, la production, la détoxification, le traitement des graisses. Mais je voulais quand même souligner que c'est vraiment un organe formidable. C'est-à-dire que c'est le seul organe qui, après une hépatectomie, c'est-à-dire on enlève un bout du foie, il est capable de se régénérer. Maintenant, quand on va l'agresser, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une agression, le foie va extrêmement bien récupérer parce qu'il a des systèmes de protection. Une agression, tout va bien, on va retrouver un foie normal. Mais par contre, si on commence à avoir une agression qui est chronique, le système de cicatrisation dont vous a parlé Rodolphe va être emballé et là, il va avoir des complications qui vont se développer, ce qu'on appelle un foie qui a une fibrose. Donc le foie, il n'est pas tout seul, hein. Il a des amis et on va parler du tissu adipeux. C'est vraiment une histoire d'amour, c'est-à-dire que le tissu adipeux est le seul organe capable de stocker les graisses. Et justement, ça arrange tous les autres organes puisque les graisses vont aller au niveau du tissu adipeux. Lui, il n'en souffre pas, il va très bien. Et du coup, tous les autres organes n'ont pas cette capacité de stocker les graisses. Donc, en plus, ce tissu adipeux, c'est un organe endocrine, c'est qu'il est capable de parler avec les autres organes, c'est-à-dire que le tissu adipeux va envoyer un signal au niveau du cerveau du style « arrête de manger, hein, ça y est, j'ai assez ». Il va pouvoir parler au niveau du muscle, il va pouvoir parler au niveau du foie en sécrétant des hormones. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a des modes de vie qui sont modifiés, c'est-à-dire une alimentation extrêmement trop riche en graisse, en sucre, une activité physique insuffisante? Qu'est-ce qui va se passer? On va stocker, donc il y a un surpoids, une obésité et des complications telles que le diabète de type 2. Le tissu adipeux, il va changer, c'est-à-dire qu'il va avoir une mise en place d'une inflammation au niveau de ce tissu adipeux. Il va sécréter des facteurs qui vont favoriser la mise en place de cette inflammation. Et surtout, au lieu de stocker les graisses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va relarguer les graisses. Donc du coup, on va se retrouver dans une situation où l'adipocyte, au lieu de stocker les graisses, il va relarguer les graisses et ça va arriver directement au niveau du foie et les hépatocytes vont se retrouver avec ce flux d'acides gras. Mais ils ne sont pas spécialisés pour stocker ces graisses. Donc les hépatocytes, hein, qui sont la majorité des cellules du foie, vont trouver une solution pour stocker ces graisses, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des acides gras libres, ils vont les mettre ensemble et ils vont le stocker sous forme de gouttelettes lipidiques, donc stockage de triglycérides. Mais ça, c'est un système de protection. Donc, tant qu'il y a ce système de protection, tout va bien. Et c'est ce qu'on appelle l'astéatose, où là, vous pouvez voir, c'est une coupe de foie, l'apparition de gouttelettes lipidiques. Mais si c'est toujours une question d'équilibre, si les hépatocytes sont de nouveau sollicités, qu'est-ce qui va se passer? L'hépatocyte va commencer à envoyer des signaux de danger. Je ne peux plus stocker les graisses. Il va envoyer des signaux de danger aux autres cellules du foie, qui sont les cellules immunitaires. De plus, l'accumulation de ces acides gras libres vont favoriser une lipotoxicité et il va avoir une augmentation de la mort des hépatocytes.
Et c'est exactement ce qu'on voit, et c'est ce qui définit la MASH. C'est-à-dire ici, vous pouvez voir l'accumulation de cellules immunitaires, c'est les foyers inflammatoires. Et en plus, il y a des hépatocytes qui sont en souffrance et qui vont se ballonniser, ce qu'on appelle le ballonning. Mais cette étape est la forme progressive de la pathologie. Et de plus, il faut garder en tête que la MASH est une maladie silencieuse, c'est-à-dire que ce n'est pas douloureux. Donc si on continue à agresser le foie, s'il y a une inflammation qui est de plus en plus importante, s'il y a une souffrance hépatocytaire qui va être augmentée, eh bien, il y a ce système de cicatrisation qui va se mettre en route. Comme vous l'a dit Rodolphe, vous vous blessez au niveau de la peau, il y a une croûte. Qu'est-ce qui se passe? La peau va se régénérer et la croûte s'en va. Mais là, le foie, il n'a pas le temps d'enlever ces fibres de collagène. Il y a toujours une agression et il va avoir une cicatrisation permanente, chronique. Et du coup, on va avoir ces dépôts de collagène qui vont avoir lieu au niveau du foie. Alors, au niveau de cette fibrose, il y a différents stades, du stade 1 au stade 4. Donc, de 1 à 3, on appelle ça une fibrose légère, modérée et avancée. Mais ces stades peuvent encore être ralentis ou voire stoppés. Par contre, quand on arrive à un stade un peu plus avancé, qui est ce que vous a dit Rodolphe, c'est-à-dire dans le F4 au niveau de la cirrhose, cet état devient peu à peu irréversible. Alors, c'est quoi les conséquences quand on a cette cirrhose? Si on a une cirrhose, mais que le foie continue à fonctionner, on parle de cirrhose compensée. Quand le foie va se dégrader, il va avoir une insuffisance hépatique, on appelle ça la cirrhose décompensée. Et quand la cirrhose va dégénérer, alors là, on va aller vers des complications plus graves. Donc, vous avez bien compris que c'est vraiment un problème de santé publique. Il faut faire attention. Il va avoir des maladies hépatiques. Il va avoir donc cette MASH en fibrose qui peut évoluer vers la fibrose. Ça peut évoluer vers la cirrhose. Mais un foie qui va perdre ses fonctions est aussi associé à des maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce qu'on a besoin du foie pour maintenir l'équilibre entre le bon et le mauvais cholestérol. Et si il y a un dysfonctionnement de ce foie, on va avoir de plus en plus une accumulation de mauvais cholestérol, de lipides, où ils vont aller dans les vaisseaux et ça va favoriser le développement de maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a des solutions. Il y a des avancées thérapeutiques et le docteur Régine Trucchi va vous les présenter, et Virginie Cluzot aussi. Est-ce que le bon sens a des effets bénéfiques sur cette pathologie? Oui. Le changement de mode de vie peut être très bénéfique pour le foie. En effet, si on va un peu mieux suivre notre alimentation, c'est ce que va présenter Madame Delphine Tran, ou si on fait un peu plus d'exercice, c'est toujours une question d'entrée et de sortie, si on va justement améliorer justement l'utilisation de l'énergie, ça va avoir des effets bénéfiques, c'est ce que va présenter Sébastien Radet. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une perte de simplement 10% de la masse corporelle est suffisant pour avoir des effets bénéfiques. Bien sûr, quand on va vers des états plus graves, on a besoin de nos chirurgiens et c'est ce que vous présentera Michel Raillard. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Philippe. Alors vous avez compris que c'est une maladie éminemment liée à notre mode de vie. Et vous avez compris aussi que ce mode de vie, c'est l'énergie que l'on prend, c'est l'énergie que l'on mange. Et donc Delphine Tran, que j'appelle au pupitre, va vous présenter les mesures diététiques qui permettent d'éviter et de lutter contre la maladie. Delphine est diététicienne au CHU de Nice. Je travaille avec elle depuis... ça fait un moment maintenant. 10 ans, 15 ans. Et donc j'ai la chance avec Delphine de faire différentes activités pédagogiques comme ça. On a fait quelques conférences sur la nutrition et puis Delphine a été longtemps mon principal diététicienne qui envoyait les patients et j'étais plutôt content parce que les patients revenaient, ils avaient maigri. Alors que tous mes collègues de France disent oh, mais selon les mesures diététiques, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Moi je disais mais avec Delphine ça marche. Donc quel est son secret? Vous allez voir. Bonjour à tous. Alors, les mesures diététiques, vous l'avez entendu, hein, elles passent par une perte de poids de 10% après le diagnostic. On serait tenté de prescrire un régime draconien pour répondre à la question. Ben oui, comme ça irait plus vite. Sauf qu'on sait bien que ça ne marche pas. Et je vais vous dire une chose. Les régimes, c'est comme la mode. C'est une mode. C'est cyclique. Un éternel recommencement. Je me disais souvent, les patients chroniques, leur problème, c'est leur chronicité. Ils font un régime, et puis ils perdent du poids, et après ils reprennent du poids. Et en fait, ce n'est pas très intéressant tout ça. Parce que ce qui est important, c'est d'agir sur le long terme efficacement. Et du coup, il faut choisir un style indémodable. Et le style indémodable, c'est notre bon vieux régime méditerranéen. Oui, celui-là même qui a déjà fait ses preuves. Et s'il prône l'équilibre alimentaire, nous allons voir ensemble quelques points de détail pour améliorer la stéatose hépatique dysmétabolique. À titre indicatif, pour une activité physique régulière, les besoins journaliers d'un homme s'élèvent autour de 2600 calories et pour une femme autour de 2100 kilocalories. Les mesures diététiques, ça va être une réduction modérée à hauteur de 20% environ, pour prescrire finalement des rations autour de 1008 à 2000 pour un homme et autour de 1005 à 1008 pour une femme. Le but du jeu, c'est quoi ? C'est d'avoir une meilleure adhésion au régime, puisque en général, c'est ce qui est observé, c'est ce qu'on abandonne le régime et on reprend du poids. Du coup, ça va faire une perte de poids lente et durable, ce qui va permettre de réduire le tour de taille et de réduire la graisse viscérale et au final, de réduire l'inflammation et de réduire la stéatose hépatique. Comment avoir une alimentation équilibrée ? Les apports caloriques sont définis par des macronutriments que vous connaissez déjà sans doute, protéines, lipides, glucides. Et en fait, en nutrition, on les compte non seulement en calories, mais aussi en pourcentage de l'apport énergétique total AET. Et comme vous le voyez, la répartition idéale, ça va être 10 à 20% de protéines par jour, 30 à 40% de lipides, 40 à 55% de glucides. Le respect de ce ratio permet un fonctionnement métabolique optimal. Je vous le dis, le régime, c'est comme la mode. Et un bon vêtement, tout comme un bon régime, est celui qui privilégie la qualité. Alors pour cela, il faut absolument retenir une chose, c'est qu'il faut réduire le plus possible la consommation de produits ultra transformés. Parce qu'il altère le microbiote intestinal, et qui est alors le siège de pas mal de pathologies chroniques, pour n'en citer que quelques-unes, le diabète de type 2, les cancers, la dépression, l'obésité et la stéatose hépatique dysmétabolique. Pour ce qui concerne les protéines, on va se baser sur les recommandations officielles. Donc je les rappelle, pas plus de 500 grammes de viande par semaine, excepté pour la volaille, dans le but en fait, de réduire les acides gras saturés et le mauvais cholestérol. Et du coup, ça veut dire qu'il faut se déshabituer de consommer de la viande midi et soir. Donc on va manger environ 100 à 150 grammes de viande à un repas. Et le deuxième sera composé principalement soit d'œufs bio, soit de laitage, soit du poisson ou bien des protéines végétales. Petit point à relever, pour les laitages,
il est mieux de choisir des laitages à base de lait de chèvre ou de vache parce qu'ils apportent des oméga 3, et je vais en parler tout à l'heure. Pour les poissons, ça c'est ma propre interprétation. D'après cette étude, on sait qu'il y a pas mal de contaminants dans les produits de la mer. Donc normalement c'est 1 à 2 fois par semaine, mais là du coup je conseille aux patients 1 seule fois par semaine, parce que du coup ça pourrait alourdir la réponse immunitaire du foie et ralentir la détoxification aussi. Pour les lipides, privilégiez aussi la qualité. Alors, on sait bien que l'huile d'olive est l'essence même de l'alimentation méditerranéenne, mais il faut aussi retenir un truc important, c'est le ratio 1 oméga 3 pour 5 oméga 6. C'est très important pour résoudre le processus inflammatoire. De l'inflammation, on en a tous, mais on sait que c'est ce dérèglement-là qui en fait, va entretenir l'inflammation dite de bas grade. Donc, pour cela, on va faire attention à alterner avec les huiles, par exemple apporter de l'huile de colza, l'huile de lin, de noix, manger 6 à 7 noix par jour, et puis quelques petits poissons gras. Pour les glucides, je vous ai dit tout à l'heure, entre 40 à 55%, mais en réalité, on va plutôt se rapprocher des 40 que des 50. Parce que vous l'aurez compris, c'est l'excès en glucides, en sucre en fait, qui se transforme en graisse. Et il faut aussi différencier les glucides complexes des glucides simples. Alors, les glucides complexes, c'est quoi ? On appelle ça, en fait, c'est des féculents, des sucres lents. En fait, ils contiennent de l'amidon. Et les glucides simples, on va dire tout simplement, ça va être les sucres rapides. On intègre aussi le pain blanc et les fruits. Alors, il faut faire attention, du coup, de ne pas manger trop de sucre rapide. Et pour cela, il faut respecter le ratio 2 tiers de glucides complexes contre 1 tiers de glucides simples. Pour respecter également ce ratio, du coup, pas plus de 2 portions de fruits par jour et pas plus de 10% de l'apport énergétique total en produits sucrés. Et le jus de fruits est considéré donc comme un produit sucré. Et pour bien respecter ce ratio, bien que les féculents ont mauvaise réputation, il y a beaucoup de patients qui pensent que ça fait grossir, il faut vraiment en apporter à tous les repas, environ à hauteur de 100 à 200 grammes cuits à chaque fois. Il faut aussi éviter la consommation d'édulcorants, parce que la plupart d'entre eux sont cancérigènes, et par leur pouvoir sucrant trop élevé, ils entretiennent le goût du sucre. Et on sait qu'il y a beaucoup de patients qui ont du coup une appétence pour le sucre, et c'est ce qui provoque la stéatose hépatique. Alors les fibres sont très importantes, parce qu'elles permettent d'une part de réduire l'index global du repas, prévenant ainsi l'index glycémique global du repas, prévenant ainsi le diabète de type 2. Deuxièmement, elles permettent de réguler le cholestérol parce qu'en fait, elles ralentissent l'absorption. Et puis ensuite, elles ont un effet en fait, de satiété parce que ça rallonge le temps de la digestion. Et plus la satiété s'installe, plus il y a un contrôle de l'appétit et du poids. Et enfin, les fibres apportent des prébiotiques qui nourrissent le microbiote intestinal. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on conseillera des fruits et légumes, en fait, surtout des légumes et des crudités, à tous les repas. Après les macronutriments, voici les micronutriments. Alors, ils n'apportent pas de calories, mais ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Et je vais vous en citer que quelques-unes qui pourraient un peu faire la différence pour la stéatose hépatique dysmétabolique. Pour commencer, la vitamine D. Alors, les apports nutritionnels conseillés, vous les avez. Elle est connue, entre autres, pour renforcer l'immunité, mais elle a aussi des effets antifibrotiques, anti-inflammatoires. Les sources alimentaires, vous les avez, mais il faut aussi rajouter 15 à 20 minutes d'ensoleillement par jour. La vitamine C, très connue aussi, antioxydante. Et la vitamine E, qui, elle est souvent prescrite en cas de prévention et de traitement de la stéatose hépatique dysmétabolique. Je vous l'ai dit et je vous le répète, l'alimentation, c'est comme la mode. Et c'est une question de goût. Et le goût, ça se cultive. Donc, voici quelques aliments hépatoprotecteurs qu'on pourrait inciter à consommer régulièrement, mais raisonnablement. Le café, à raison de 2 tasses par jour, sans sucre, permettent de réduire de 44% les risques de développer une maladie du foie. Ils permettent de réduire la stéatose, les transaminases et la fibrose. Si les patients sont atteints de stéatose hépatique dysmétabolique avec un diabète de type 2, il a été démontré qu'il permet aussi de réduire le poids corporel.
L'artichaut, alors à chaque fois, j'ai cité qu'un seul article parce que sinon, j'ai plus de place. Donc, il y a plusieurs publications. Donc, l'artichaut avec la cynarine, elle permet de réduire la stéatose, les transaminases, le cholestérol et les triglycérides. Les crucifères contiennent des glycosinolates, qui sont en fait des molécules qui sont étudiées dans divers cancers, dont celui du foie. Les probiotiques et symbiotiques, en fait, ils vont réduire les transaminases, ils vont réduire la résistance à l'insuline et ils vont améliorer l'élasticité du tissu hépatique. Le curcuma, oui, c'est bizarre, mais voilà. Le curcuma, 2 molécules intéressantes. La curcumine, en fait, elle réduit la stéatose, les transaminases, elle permet de réguler l'IMC, enfin le tour de taille. Et un truc très intéressant aussi, c'est qu'elle inhibe l'activation et la prolifération des cellules étoilées dans le foie qui sont connues dans la progression de la fibrose. Et la deuxième molécule, c'est la néceptine. Donc c'est elle qui, en fait, elle agit, elle a le côté anti-inflammatoire connu du curcuma. Elle va réguler le métabolisme des glucides, des lipides, des neuroendocriniens. Elle va réduire l'appétit. Elle va réduire la graisse corporelle parce qu'elle va augmenter le métabolisme de base. Le chocolat noir, j'espère que ça en intéresse beaucoup. 83% minimum de cacao, 3 carrés par jour. Donc avec ces bioflavonoïdes, ils vont réduire les azates, donc les enzymes qu'on regarde par rapport aux transaminases, en fait, le cholestérol. La résistance à l'insuline va être aussi diminuée. Elle va améliorer le tissu hépatique. Ça va améliorer aussi, ça va réguler l'appétit, donc ça va permettre de mieux favoriser la perte de poids. Et ça, on le sait aussi, le chocolat, ça stimule les fonctions cérébrales, l'humeur, la mémoire, et ça va aussi améliorer le système immunitaire. Et enfin, le beurre de cacahuète. À l'heure du goûter, c'est passé peut-être. Alors, le beurre de cacahuète contient en fait, en majeure partie comme acide gras, l'acide oléique. Et l'acide oléique, c'est ce qui contient, c'est ce qu'il y a aussi dans l'huile d'olive, en fait. Bon, je ne dis pas que c'est presque un équivalent, mais presque, parce qu'il y a quand même des papiers qui sont sortis pour ça. Et en fait, il va permettre de réduire en fait, tout ce qui est cholestérol et triglycérides. Il va protéger contre le développement du diabète de type 2. Il va améliorer tout ce qui est satiété, donc ça va permettre du coup une stabilisation du poids. Et en fait, il est aussi associé à une diminution du risque cardiovasculaire. Il y a d'autres éléments aussi antioxydants là-dedans. C'est la vitamine E, que j'avais dit tout à l'heure. Il y en a là-dedans. Donc la vitamine B, il y a de l'acide coumarique et resveratrol. Voilà pour les aliments hépatoprotecteurs. Dans le cadre d'une perte de poids avec un régime équilibré, donc légèrement hypocalorique, ça va prendre un peu de temps, il faut le savoir. Le rythme de perte de poids, c'est environ 1 à 2 kg par mois. Ça peut être un petit peu plus rapide si la personne se met à faire une activité physique régulière. Donc vous l'aurez compris, ce régime, c'est plus qu'une mode, c'est une nécessité et il était peut-être applicable à tous. Merci. J'ai pas tout dit, 10 minutes c'était court. Donc j'espère qu'il y en a. Est-ce que j'ai mes collègues diététiciennes là-haut? Je suis sûre qu'elles me disent « Elle a oublié de dire ça, elle a oublié de dire ça ». Dans les aliments qui protègent le foie, est-ce qu'il y a des fruits ou pas? Non, malheureusement. Parce que du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, les pommes, même pas les pommes. Ça apporte, en fait, le problème, c'est que ça apporte du fructose. Et en fait, l'excès de fructose, ça active la lipogénèse hépatique. Donc, ça active la production de graisse dans le foie. Donc, du coup, je ne peux pas conseiller la consommation de fruits. Les fameux 5 fruits et légumes par jour, on s'arrache les cheveux depuis 20 ans, depuis que cette phrase est sortie. Ça nous fait pas mal de boulot. Donc, non. Je ne peux pas inciter les gens à manger plus de fruits. Par contre, à manger plus de légumes et de crudités, oui. Donc, tous au brocoli ce soir. Est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint de Madame Tran? On va le mettre aux enchères, ça vous dit? Non, je plaisante. Ça, vous voulez les secrets niçois de la réussite, ça, des régimes diététiques? Oui, je pense que oui. On verra. A priori, c'est possible. De toute façon, j'ai des collègues qui ne sont pas là aujourd'hui qui m'ont demandé de leur passer. Donc, si je leur passe à eux, pourquoi je ne leur passerai pas à ceux qui sont présents? Donc, il n'y a pas de souci.
Bonjour. Est-ce que les compléments nutritionnels sont un bon rapport si on n'a pas les moyens de manger tout ça, en fait? Compléments nutritionnels. Merci. Le monde est divisé Complément en deux nutritionnel catégories. ou supplément? Oui. Complément. Quand vous parlez de compléments ou suppléments, c'est-à-dire des comprimés de vitamine C, etc., tout ça, moi, en tant que diététicienne, je vais toujours militer pour l'alimentation naturelle, de manger vraiment quelque chose plutôt que d'aller vers des médicaments. J'ai pas de réponse à ça. J'ai répondu en partie, j'espère. Les suppléments qu'on pourrait apporter généralement, parce que les études l'ont prouvé, c'est des carences en magnésium, en vitamine D et en vitamine C. Parce que voilà, c'est la vie moderne qui fait qu'on manque souvent de ça. Mais pour le reste, on peut le trouver dans l'alimentation. Bonjour. Vous avez parlé qu'ils pouvaient manger du fromage. Quel type de fromage? Parce qu'il y a des... Alors j'ai dit il y en a des très plus gras ou pas du coup au lait de chèvre ou lait de vache. Ouais. Pardon, lait de chèvre ou brebis. Parce qu'en fait, ils ont des... J'ai dit quoi? Vache. Plus de lait de chèvre et de brebis que de lait de vache. Parce qu'ils ont des acides gras saturés de manière beaucoup moins importante. Donc c'est beaucoup moins hétérogène. Parce que c'est le risque cardiovasculaire, on fait attention à ça. Et je vous ai dit, parce que ça apporte plus d'oméga 3. Donc du coup, voilà, c'est ce genre de laitage qu'il faut prendre. Parce qu'en fait, les brebis et les chèvres, elles ne mangent pas de graines. Ce sont les graines qui apportent des oméga 6. Et là, elles mangent de l'herbe, donc c'est des oméga 3. Voilà. Voilà, c'est bon. On va prendre une seule question parce qu'on a un timing un peu serré, mais... Une question. Après, il y aura un temps, vous savez qu'à la fin de la réunion, il y a un temps d'échange, un moment. Donc, les questions supplémentaires seront à poser tout à l'heure. Vous voulez parler ici? Le sans gluten. Est-ce que le sans gluten peut apporter des bienfaits, quoi? C'est un autre débat. En général, du coup, pour moi, si on revient sur le côté... hépatique, pour le coup, il n'y a pas d'intérêt directement. Mais là, quand je vois alimentation sans gluten, pour moi, c'est aliment transformé. Il y a une modification chimique d'un aliment, on va aller prendre ce genre de choses. Et en général, l'index glycémique de ces aliments-là va être un peu plus élevé. Ça va être un peu plus sucré, du coup, ces repas. Ça, c'est s'il y a des problèmes de tolérance au lactose, ça a un intérêt, parce que oui, mais à part ça, c'est dommage d'exclure complètement les laitages. Voilà. Merci Delphine pour nous avoir révélé tous ces secrets. En 2017, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie professionnelle. J'ai rencontré les enseignants en APA. Qu'est-ce que l'APA? Eh bien, Sébastien Radet va nous l'expliquer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Sébastien Radet, enseignant en activité physique adaptée. Je suis ici pour vous parler de l'importance de l'activité physique adaptée, dite APA, pour notre santé globale, et plus spécifiquement pour la santé de notre foie, en particulier dans le cadre de la MASH. Pour vous parler d'activité physique adaptée, souvent des images valent mieux que 1000 mots. Alors je vous propose de regarder un reportage qui a été très bien réalisé par la Maison Sport Santé Mon Stade. L'activité physique adaptée, c'est le terme qui est employé dans la loi dite du sport sur ordonnance. C'est une pratique d'activité physique ou sportive qui s'adapte aux capacités, aux objectifs, à la condition de l'individu.
On adapte en fonction de mes capacités de faire les choses. Là, je m'aperçois que ça y est, je commence à faire des choses en plus que je n'arrivais pas à faire auparavant. Les squats, c'est une grande première. L'activité physique est aujourd'hui reconnue comme un médicament. C'est une thérapeutique non médicamenteuse validée selon la Haute Autorité de Santé. Et donc, elle intervient aussi bien en prévention primaire, c'est-à-dire pour éviter la survenue de pathologies liées à l'inactivité physique et la sédentarité. Mais lorsque ces maladies sont là, pour les patients atteints de maladies chroniques, les patients en infection longue durée, l'activité physique est une véritable thérapeutique qui aide à améliorer la symptomatologie, la qualité de vie, tout ça grâce à l'amélioration de la condition physique. Au moment du bilan, en fait, on a toute une évaluation donc purement physique de la condition physique, mais aussi on a un entretien thérapeutique, ce qui nous permet sur une demi-heure en fait, d'aborder les différents thèmes de la personne. Donc c'est faire connaissance globalement, voir un petit peu aussi ce qu'elle a déjà essayé, ce qu'elle a déjà pu faire. Alors, la particularité, on va dire, c'est d'essayer de trouver ce qui va être optimal pour encadrer la personne, que ce soit en termes d'entraînement, donc les bons exercices, les bonnes intensités. Et il y a aussi après tout le côté humain, c'est-à-dire qu'on prend la personne dans sa globalité. On veut savoir un petit peu d'où elle vient, où elle veut aller. On est dans un esprit complètement de bienveillance, d'encouragement. On n'est pas du tout, c'est pas du tout pareil qu'une salle de sport où ça n'a rien à voir. Déjà, je me mobilise mieux, je bouge mieux. J'ai l'impression d'avoir eu des déclics pour certaines choses. Les trucs de base, c'est je suis moins essoufflé quand je marche, j'ai réussi à monter les escaliers que j'arrivais pas à monter, j'ai pu refaire une sortie de vélo avec mes enfants. La différence de mon stade, c'est ce parcours-là, mais c'est aussi la volonté de prendre en charge tout le monde comme un champion. C'est-à-dire que les méthodes que l'on met en place sont des méthodes qui conviennent aussi bien aux patients qu'aux sportifs de haut niveau, parce qu'elles sont fondées sur la précision pour une personnalisation et un accompagnement vers l'autonomie en matière de pratique d'activité physique adaptée à un objectif et à un profil. Ça, c'est la plaque de ma mère. Elle est thérapeute, on est dans la rue la plus passante de Lyon, et pourtant... Voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo, vous avez pu voir et comprendre un peu mieux ce qu'est l'activité physique adaptée. C'est vrai que le reportage est souvent très intéressant de voir le retour des patients. Comme il l'a dit pendant le reportage, l'activité physique adaptée, c'est une véritable thérapie qui aide justement à améliorer la symptomatologie, mais aussi la qualité de vie des patients en passant par l'amélioration de leurs conditions physiques. Et c'est en ce sens qu'a vu le jour l'étude STEATO-APA. Alors l'étude STEATO-APA, qu'est-ce que c'est ? C'est une étude qui vise à évaluer l'efficacité et l'adhérence d'un programme en activité physique adaptée chez des patients atteints de stéatose hépatique. L'activité STEATO-APA, quand les patients sont inclus dans le protocole, ils sont randomisés dans deux groupes différents. Un groupe qui bénéficie de diététique et un autre groupe qui bénéficie de diététique et d'activité physique adaptée. L'intervention en activité physique adaptée et en diététique se déroule en 12 semaines. Le but est de voir l'amélioration de la stéatose hépatique sur ces 3 semaines. Et l'objectif secondaire du protocole est de voir l'effet rémanence qu'il y a derrière avec les 24 semaines où les patients sont laissés en autonomie. STEATO-APA, c'est une étude multicentrique qui a lieu à Nice et à Perpignan. On compte 92 patients, nous, à Nice, pour 61 patients ayant bénéficié du protocole diète plus activité physique adaptée et 31 patients ayant bénéficié du groupe diète. La technique qui est utilisée en activité physique adaptée pour ce protocole, je vais vous la présenter par rapport à la méthode FIT. Donc, en fréquence, le nombre de séances était de 3 séances par semaine. En intensité, au niveau d'effort, on s'est basé sur un pourcentage de fréquence cardiaque maximum qui va évoluer en cours des semaines. Sur le temps, une durée de séance dure 1 heure. Le type, le genre d'exercice, on commence toujours par un petit échauffement, suivi d'un exercice en aérobie, d'exercices en renforcement musculaire ou en résistance, et on termine par des petits exercices de relaxation et de respiration.
L'impact de l'activité physique adaptée sur la MASH, ce que j'ai pu retenir en ayant regardé les études actuelles, c'est que grâce aux exercices en aérobie et en résistance, on va réduire la graisse au niveau hépatique. Grâce aux exercices en résistance aussi, nous allons améliorer les paramètres métaboliques en augmentant la sensibilité à l'insuline, en réduisant les niveaux de glucose et de lipides sanguins. Et aussi, grâce aux exercices de résistance et aérobie, on va réduire l'inflammation et le stress oxydatif. Mais comme il a été dit auparavant dans la vidéo, il n'y a pas seulement l'amélioration des symptômes, de la symptomologie qui est importante, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie pour les patients, notamment en réduction de la fatigue et augmentation de l'énergie globale. Quand les patients sortent du protocole, ils nous disent souvent qu'ils sont moins fatigués, qu'ils ont retrouvé de l'énergie. C'est super important dans la vie de tous les jours. L'amélioration de l'humeur et la réduction des symptômes dépressifs. Du coup, quand on va faire de l'activité physique, on va sécréter des endorphines, de la dopamine, qui sont souvent associées à un sentiment de bien-être, de bonheur. En augmentant la capacité fonctionnelle, donc la force musculaire, l'endurance et la flexibilité. En renforçant la santé générale et le bien-être, donc réduction des risques de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. On va augmenter justement ces capacités. Et l'encouragement à l'engagement social. Quand on fait les séances, on s'arrange pour que ce soit des groupes de personnes. Et ces groupes de personnes, ils vont créer des liens. Ça va améliorer leur motivation d'appartenir à un groupe et de ne pas se sentir seul. Et ensuite, le sentiment d'auto-efficacité. Plus le patient va venir aux séances, travailler sur sa condition physique, plus il va voir les changements apparaître. Et ces changements vont justement le motiver à adopter une activité physique au quotidien et à la garder sur le long terme. Pour conclure, on peut dire que l'APA ne se contente pas seulement d'agir sur les symptômes physiques de la stéatose hépatique, mais elle permet aussi d'améliorer la qualité de vie des patients. En effet, on peut dire que l'APA offre une approche holistique pour gérer cette condition. En intégrant l'APA dans le plan de traitement, nous pouvons dire que les patients ont par la suite un mode de vie plus actif, plus heureux et plus épanoui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Qui a participé à Stéato APA? Ah, on a quelques fidèles là. Il y en a plein. Merci d'être venu. Alors, on n'a pas les résultats de l'étude, Stéato APA, c'est une étude que j'ai créée avec l'équipe parce qu'il n'est pas encore clairement démontré dans la littérature que l'APA diminue la stéatose hépatique, c'est tout l'enjeu de l'étude. Et donc, le critère de jugement, c'est la baisse de la stéatose hépatique évaluée par le CAP. Pour ceux qui ont fait le fibroscan, vous savez ce que c'est. Donc, c'est le même examen tout à l'heure que je vous ai présenté qui donne la fibrose hépatique. Le fibroscan, il a une option qui donne la quantité de graisse dans le foie. Alors, c'est pas parfait, pas très précis, mais enfin, ça donne une bonne idée. Et donc, on espère avoir 10% de baisse de la quantité de lipides dans le foie dans le groupe APA plus diététique. Et donc, on aura la fin du suivi du dernier patient inclus en fin d'année, et donc analyse des résultats début 2025. Et donc, on vous présentera peut-être, on communiquera sûrement sur le stade de Stéato APA, qu'il soit positif ou négatif, et donc vous devriez en entendre parler. Est-ce que vous avez quelques questions? Oui, vous avez rencontré effectivement dans le cadre de la mise en place d'un protocole APA. C'était au stade expérimental, donc le fait que ce soit en randomisation, je n'ai pas été sélectionné. Je voudrais savoir à quel moment on passera d'une phase expérimentale à une phase élargie pour des patients. Eh bien, je ne sais pas. Là, c'est tout l'enjeu de faire des études scientifiques. Vous savez qu'en France, pour qu'un médicament ou une pratique soit remboursée, il faut qu'elle démontre une efficacité. Donc, tout l'enjeu... Vous connaissez l'état des finances de la France, ils ne sont pas très glorieux. Et donc, avant, il y a des médicaments qui arrivent, très innovants, dont le non-accès pourrait être une perte de chance. Donc, une thérapeutique, il faut qu'elle démontre son efficacité. Donc, on peut espérer, si l'étude est positive, ça fera une étude dont la HAS pourrait se saisir, et avec d'autres, on espère. Il y a une expérience, article 51, qui est faite par des collègues cardiologues qui essayent de vérifier si l'APA fait du bien aux patients qui ont fait un infarctus.
Et donc, si ces 2 études sont positives, on peut espérer que le législateur accepte de rembourser l'APA. Et donc, l'APA pourrait peut-être devenir offrable à tous les patients qui en auraient besoin. Et la loi permet de prescrire de l'APA, mais ne donne pas le remboursement pour l'instant. Donc, tout médecin peut prescrire de l'APA, c'est une prescription. Et vous avez des enseignants APA maintenant qui vont être de plus en plus présents dans les maisons sport santé. Ça va se développer, mais le remboursement est encore un problème et ça coûte encore un peu cher. Et donc la question n'est pas réglée, mais l'étude y participe. Et donc je vous remercie quand même de cette. Je sais que vous aviez participé, j'étais déçu de ne pas tomber dans le groupe. C'était effectivement le début de l'étude. Une autre question ? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à Madame Cluzot. Alors Virginie Cluzot est spécialisée dans l'éducation thérapeutique. Elle est infirmière, va se présenter. Et donc, l'éducation thérapeutique, c'est une façon aussi de rendre les patients acteurs du changement. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Virginie Cluzot, je suis infirmière depuis de nombreuses années, maintenant cadre de santé. Et j'interviens du coup au sein de l'unité transversale d'éducation thérapeutique au CHU de Nice. Et donc, je vais vous présenter une discipline qui accompagne les patients atteints de pathologies chroniques différentes et qui seront du coup un des moyens de pouvoir accéder à l'APA sans forcément pouvoir avoir besoin de rentrer dans un protocole de recherche. Donc, pour commencer, l'éducation thérapeutique du patient, c'est un processus continu d'apprentissage qui va permettre aux patients et à ses proches d'acquérir ou de maintenir des compétences et des connaissances qui vont lui permettre de mieux comprendre sa maladie. L'objectif, c'est d'aider les patients qui souffrent de maladies chroniques et donc leur entourage à devenir un peu plus autonomes dans la prise en charge de leurs patients et donc d'aider à produire des bénéfices en termes de santé sans forcément parler de la partie purement médicale. Donc pour un petit peu d'historique, l'éducation thérapeutique, c'est né en 1922 avec les premiers traitements d'insuline pour les patients diabétiques et l'Organisation mondiale de la santé en a donné une première définition en 1996. Donc l'éducation thérapeutique, c'est un enjeu assez important maintenant sur la prise en charge des pathologies chroniques et du coup au niveau national comme au niveau régional, l'Agence régionale de santé en donne des recommandations afin qu'elles soient développées de manière de plus importante possible sur le territoire. Et donc la RSPACA en 2012 préconisait déjà que l'éducation thérapeutique soit intégrée et proposée autant que de besoin pour les patients dans la prise en charge, que ce soit en hospitalier ou en ambulatoire. Que les établissements de santé avaient tout intérêt donc, à investir le champ de l'éducation thérapeutique en formalisant des programmes d'éducation sur des thématiques qu'ils prenaient en charge dans leur établissement. Qu'il fallait développer au maximum des partenariats avec l'ambulatoire et la ville, qu'il était possible d'intégrer des professionnels libéraux au sein des établissements pour pouvoir favoriser du coup cette prise en charge et que le suivi de l'éducation thérapeutique devait être mis en place dans les établissements de santé. Donc, dans le cadre du projet régional qui est actuellement en cours, qui nous concerne, l'éducation thérapeutique, elle est mentionnée maintenant comme un outil d'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients dans plusieurs disciplines. Et elle est décrite comme une action innovante contribuant à l'efficience des soins et qui permet de faire de l'usager donc un acteur de son parcours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être complémentaire de la prise en charge médicamenteuse ou de tous les essais de nouveaux médicaments dont on va vous parler par la suite. Donc, en termes de réglementation, un programme d'éducation thérapeutique, c'est un programme qui va être déclaré au niveau de la région pour une durée de 4 ans, qui nécessite des formations pour que les personnes qui vont dispenser de l'éducation thérapeutique ou coordonner des programmes donc, soient formées à cette discipline, et va nécessiter aussi une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous avez les patients, les familles, les accompagnants, vont être du coup pris en charge dans le cadre de l'éducation thérapeutique par de nombreux professionnels de santé ou même par des patients partenaires. Donc vous allez être pris en charge par des médecins, des paramédicaux, des diététiciens, des APA, maintenant qui rejoignent de plus en plus les équipes et qui vont accompagner les patients dans la connaissance de leur pathologie. Donc un programme d'éducation thérapeutique, l'objectif c'est qu'il s'inscrive dans le parcours de soins du patient et qu'il devienne de plus en plus automatisé, comme le bilan cardio ou le bilan hépatique quand on va en hépato, donc qui va commencer, comme c'était précisé d'ailleurs dans la vidéo, par un bilan éducatif avec le patient qui va déterminer ses besoins,
quelles sont ses habitudes de vie, quelles sont vraiment ses particularités, afin que ce soit un programme qui soit malgré tout personnalisé. Et donc, des ateliers vont être déterminés avec lui et en accord avec ses besoins, soit de manière individuelle, soit de manière collective, en fonction des possibilités du service et des volontés du patient. Et à la suite de ces ateliers, il y aura une évaluation de l'acquisition des connaissances et des compétences. Et l'objectif sera de déterminer si le patient a besoin d'ateliers supplémentaires ou en tout cas d'un suivi plus approfondi. Donc pour pouvoir suivre tous ces programmes d'éducation thérapeutique, comme c'était précisé au niveau de l'ARS, on a du coup une unité transversale d'éducation thérapeutique sur le CHU Nice qui donc a pour objectif de structurer et de coordonner l'ensemble des programmes qui sont dispensés sur l'hôpital et qui va donc accompagner les équipes qui ont déjà des programmes autorisés, qui va aider à la création de nouveaux programmes, donc ça va être le cas très prochainement pour les pathologies, et qui va permettre de développer des projets de recherche éventuellement sur l'éducation thérapeutique et en tout cas d'améliorer les conditions de prise en charge des patients dans cette discipline. Donc ça, c'est pour que vous ayez une petite vision de l'offre d'éducation thérapeutique sur le CHU Nice, en sachant qu'il y a plusieurs programmes dont on a parlé depuis le début de cette réunion, comme par exemple un programme pour les patients atteints de diabète ou un programme qui sont atteints d'obésité, et qui vont du coup être des pathologies pour lesquelles on va déjà pouvoir vous accompagner dans le cadre d'une autre pathologie et donc peut-être éviter justement d'en arriver à la pathologie hépatique dont on parle ce soir. Donc l'objectif de l'unité transversale, c'est de partager des ressources pour pouvoir améliorer les conditions d'accompagnement des patients, parce qu'il faut savoir que c'est une discipline qui aujourd'hui est peu valorisée. Alors financièrement, on en a parlé que c'est compliqué aujourd'hui en termes de finances. Et donc c'est beaucoup de mobilisation et d'investissement un peu bénévole des soignants qui sont très acteurs de ces parcours-là. Et l'objectif donc de notre unité, c'est vraiment de favoriser la collaboration entre toutes les équipes pour essayer d'apporter une offre un peu plus complète aux patients, d'assurer la formation de nos soignants pour qu'on soit toujours le plus en adéquation avec vos besoins et d'organiser des événements qui vont répondre par exemple à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'activité physique adaptée à vos besoins. Donc pour cette année, c'était la deuxième fois qu'on participait avec l'éducation thérapeutique à la No Finish Line. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est un événement sportif, sans enjeu sportif, et qui permet justement d'aller faire de l'activité physique en fonction de ses capacités et de ses possibilités. La majorité des programmes d'éducation thérapeutique aujourd'hui sur le CHU conseillent de faire de l'activité physique adaptée à ses possibilités, et donc on a beaucoup d'équipes qui sont venues partager cet événement avec certains de leurs patients, et qu'on fasse 1 kilomètre ou 10 ou 20, peu importe, l'essentiel c'est qu'on ait fait quelque chose. Donc on a aussi organisé la semaine de l'éducation thérapeutique, là c'était pour faire découvrir la discipline. Et du coup, l'objectif de notre unité, ça sera de pouvoir accompagner, comme je le disais, de nouvelles équipes à créer des nouveaux programmes, et du coup de pouvoir en ouvrir un sur la spécialité de l'hépatologie qui en aurait grandement besoin. Je vous remercie de votre attention. Des questions sur l'éducation thérapeutique ? Comment, à long terme, comment on évalue l'efficacité chez un patient qui a participé à l'éducation thérapeutique ? Est-ce qu'on a quelques outils ? Est-ce qu'on peut savoir si ça marche ? Est-ce qu'il faut refaire de l'éducation thérapeutique après une première session ? Est-ce que c'est pour la vie ? Et comment... Alors, ce n'est pas du tout à vie. C'est pour ça qu'on a des programmes de renforcement ou de suivi, c'est-à-dire qu'on peut avoir à plusieurs moments d'une pathologie chronique besoin de réapprendre des choses en fonction de l'évolution de sa pathologie ou même de l'évolution de certaines thérapeutiques. L'idée, c'est qu'on fait un programme, on évalue l'acquisition et des compétences, des connaissances par le patient ou par sa famille. Et si on voit que cet instant T, c'est acquis par le patient, il peut s'arrêter là et puis revenir à un autre moment. L'enjeu de l'évaluation de la satisfaction et au moins du bénéfice, en tout cas de l'éducation thérapeutique, c'est tout un enjeu du coup de l'unité transversale de TP, c'est d'être en capacité d'évaluer l'apport bénéfique de cette discipline aux patients, et ça c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler justement à l'échelle institutionnelle. Merci beaucoup. Merci Virginie.
Alors, on a parlé donc de diététique, on a parlé d'activité physique, on a parlé de changement comportemental avec l'ETP. Et qu'est-ce qui nous manque? Les médicaments. Car après 10 ans d'échec de tout ce qui avait été développé, eh bien, de l'espoir arrive. Régine, peut-être tu vas nous présenter les choses. Donc, Dr Trucchi travaille en hépatologie depuis encore plus longtemps que moi avec Delphine Tran. Et donc, voilà, on est deux vieux briscards de l'hépatologie niçoise. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, on va parler effectivement des nouveautés dans les traitements de la MASH, sachant que, pour planter le décor, on n'aura pas un médicament miracle. Et bien entendu, les bases de la prise en charge qu'on vous a présentées jusque-là, les règles hygiéno-diététiques et l'activité physique, etc., ça restera toujours la base du traitement. Et le médicament sera là pour renforcer l'action de cette hygiène de vie. Alors, actuellement, on n'a absolument aucun médicament de commercialisé pour la MASH. Alors, comme on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, on a actuellement des médicaments qui sont autorisés, qui sont remboursés pour le diabète de type 2. Dans notre jargon, on appelle ça les analogues du GLP-1, c'est l'Ozempic, en fait le sémaglutide, ou le Trulicity, qui se présente sous forme de piqûres en sous-cutanée une fois par semaine, et qui sont remboursés, pour lesquels on a le droit de les prescrire uniquement pour le diabète. Alors, parmi les mécanismes d'action de ces molécules, ça agit sur le rôle au niveau cérébral de la satiété, donc ça diminue cette sensation de faim, ça fait perdre l'appétit, donc ça fait perdre du poids. Donc, ces médicaments sont également autorisés actuellement dans la prise en charge de l'obésité, c'est le sémaglutide également, mais qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale dans cette indication. Donc naturellement, on s'est dit, si ça fait perdre du poids, ça devrait améliorer la MASH. Et donc des études sont en cours pour prouver ceci, parce que pour autoriser le remboursement d'un médicament, il faut prouver son efficacité dans la maladie. Et donc là, je vais vous présenter des résultats d'une étude assez précoce pour le sémaglutide dans la MASH, sachant que les études plus robustes qui vont précéder éventuellement l'autorisation de mise sur le marché dans la MASH sont actuellement en cours. Donc, comme vous pouvez voir ici, non, ça ne marche pas. Je vais utiliser la souris, peut-être. Le bouton rouge. Super. Donc là, c'est le sémaglutide à plusieurs dosages, sachant que dans cette étude, ce n'était pas une fois par semaine, une fois par jour. C'est pour ça que les dosages sont un petit peu bizarres, versus le placebo. Et on voit effectivement qu'il y a une résolution, une amélioration de la MASH, c'est-à-dire de la stéatose, de l'inflammation, dans plus de 50% des patients, donc c'est encourageant. Par contre, quand on regarde la réduction de la fibrose, on voit que le bras placebo, parce qu'en fait, pour prouver l'efficacité d'un nouveau médicament et pouvoir le commercialiser, il faut prouver qu'il est efficace et bien toléré. Pour prouver l'efficacité ou la tolérance d'un médicament, il faut le comparer. Quand il existe un traitement de référence, on le compare à ce traitement de référence. Mais quand il n'y en a pas, comme dans la MASH, on est obligé de le comparer à un faux médicament, c'est soit un comprimé, soit une piqûre, qui ressemble en tout point au produit actif, mais qui n'a rien dedans, c'est le placebo. Et ce que l'on voit, c'est que le placebo, ça marche très bien quand même aussi. Et que finalement, là, on voit autant de réduction de la fibrose dans le bras placebo que dans le bras sémaglutide. Alors, pourquoi ? C'est vrai que les patients qui sont inclus dans les protocoles de recherche clinique, on les voit très régulièrement. On les voit parfois une fois par mois.
on les pèse à chaque fois. On leur donne toujours les mêmes conseils hygiéno-diététiques. On leur demande s'ils ont marché, s'ils ont bougé, s'ils ont fait du sport, etc. Ça fait un coaching qui aide aussi à l'amélioration du mode de vie et donc de la mâche. Donc là, on attend avec impatience les études de phase 3 pour prouver l'efficacité du sémaglutide et pouvoir avoir une extension d'AMM afin qu'on puisse le prescrire dans la mâche en dehors du diabète. Mais voilà, à l'heure actuelle, il n'y a pas que ça. Il y a de nombreuses molécules en cours d'évaluation. Alors, dans le négatif, il y a toujours du positif. Monsieur Anti vous a dit tout à l'heure que c'est un petit peu un problème, un fléau, un problème de santé publique, la mâche, et que ça touche énormément de personnes dans le monde. Du coup, ça intéresse l'industrie pharmaceutique. Et beaucoup de laboratoires sont en train de développer de nouvelles molécules. Le premier médicament qui sera commercialisé, on a participé aux études dans notre service, il s'appelle le Resmetirom. Et il a fini toutes les phases de recherche et a montré, c'est la première molécule qui montre une efficacité, et notamment sur la fibrose. Je vais vous montrer ici les résultats. Donc, on a ici le bras placebo et ce médicament qui se présente sous forme de comprimé à 2 dosages différents. Et on voit là clairement qu'on a une meilleure réduction de la mâche dans le bras traité que dans le bras placebo. Si on s'intéresse à la fibrose, et c'est vraiment l'enjeu des futures molécules, c'est cette régression de la fibrose, eh bien, on voit aussi que c'est quand même meilleur que dans le bras placebo. Donc, il y a un réel rôle antifibrosant de cette nouvelle molécule. Les études ont eu lieu à l'heure actuelle sur des patients non cirrhotiques, jusqu'à une fibrose cotée à F3. Au vu des bons résultats, les études sont en cours pour les patients avec une fibrose plus avancée, une cirrhose, et on espère avoir aussi une régression de cette fibrose chez les patients cirrhotiques. Alors vous allez me dire, voilà, c'est gagné, demain on va pouvoir prescrire le Resmetirom. Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Et le développement qui va jusqu'à la commercialisation, c'est toujours très long dans la recherche clinique. On a toute cette phase de recherche à laquelle on participe qui dure déjà très longtemps. Alors on a des phases très préliminaires qui visent essentiellement à évaluer la tolérance du médicament, etc. Nous, on a essentiellement des phases pré-commercialisation dont le but est de prouver l'efficacité, le bon dosage du médicament. Quand on arrive là, comme le Resmetirom, eh bien, tout n'est pas gagné. Après, il y a toutes les démarches administratives qui ont lieu et qui prennent beaucoup de temps. Pour vous donner une idée, le Resmetirom a eu l'autorisation, l'approbation de l'agence de médicaments américaine, la FDA, déjà là, au printemps. L'agence européenne, puisque la France dépend de l'Agence européenne du médicament, elle est toujours plus pointilleuse, plus stricte. Après, c'est un garant aussi de la sécurité des médicaments. Et en gros, elle va mettre 1 an pour donner son feu vert pour avoir l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Donc là, on va avoir cette autorisation de mise sur le marché. Ça va nous dire, voilà, on a le droit de prescrire pour telle indication, à tel dosage, pendant tant de temps. Mais ensuite, surtout que ça va être le premier médicament qui va être commercialisé, il va y avoir une négociation sur le prix du médicament. Et ça risque d'être long, parce que ça va être probablement un petit peu un bras de fer entre l'assurance maladie et les industriels. Et comme vous savez, l'assurance maladie étant très prospère, elle risque de donner des remboursements à certains profils de patients, peut-être plus graves, etc. On ne sait pas. Et ça prend du temps aussi.
Donc en gros, on n'aura à peu près rien que l'on pourra prescrire comme ça, à tout venant, avant 2 ans minimum. Alors, quel est l'intérêt, justement, pour les patients de participer à un protocole de recherche clinique? C'est justement de gagner ce temps précieux. Alors, ça va surtout avoir un intérêt pour les patients, non pas qui ont une stéatose simple ou une fibrose minime, ceux-là, ils pourront attendre, et puis les règles hygiéno-diététiques, en général, suffisent. Mais pour les patients qui commencent à avoir une fibrose avancée, pour éviter d'arriver au stade de cirrhose, ou pour les patients qui ont une cirrhose, et éviter d'avoir une complication telle que vous les a décrites le professeur Anti, eh bien, ça peut, de participer à un protocole de recherche clinique, ça peut permettre d'avoir accès à la molécule, au traitement, bien avant la commercialisation. Et donc d'essayer de ralentir la progression de la maladie et les risques de complications. Et comme vous avez vu tout à l'heure, je vous en ai dit un mot, effectivement, il y a un bras placebo. Donc on se dit, oui, on participe à ça, mais on n'est pas traité. Mais ne serait-ce que ce coaching et ce suivi rapproché, souvent a un effet positif sur la maladie. Et puis, très souvent, les industriels, quand leur étude est positive, quand on voit l'efficacité de la molécule, eh bien, avant la commercialisation, ils switchent tous les patients qui étaient sous placebo dans un bras vraiment traité. Donc c'est ce qu'ils nous promettent, par exemple pour le resmétirum. On a des patients qui étaient en cours de traitement versus placebo depuis au moins 2 ans. Et très probablement, ils auront quand même accès au traitement avant la commercialisation. Alors, quels sont les objectifs thérapeutiques de ces molécules ? On l'a vu, la perte de poids. Je ne reviendrai pas sur le sémaglutide, les analogues du GLP-1. Le sémaglutide fait perdre du poids, mais il y en a d'autres développés par d'autres laboratoires qui font perdre encore plus de poids et qui sont donc plus efficaces. Pour la perte de poids, il n'y a pas que les médicaments d'ailleurs, une parenthèse, il y a aussi la chirurgie bariatrique qui est évaluée dans la MASH dans notre service pour les fibroses avancées. On a aussi la sleeve endoscopique évaluée dans la MASH. Donc, perte de poids. L'autre but, c'est l'amélioration de la MASH, donc l'amélioration de la stéatose, la diminution de l'inflammation. Troisième axe, la réduction de la fibrose. Et ça, on arrive vraiment à un tournant, je trouve, dans la recherche clinique. Là, on revient d'un congrès européen sur le foie et on a vu de futurs médicaments qui montrent une réduction de la fibrose allant jusqu'à 40-50% des cas chez 50% des patients. Donc très prometteur, donc on va aller vers des molécules de plus en plus efficaces et intéressantes. Et puis, l'intérêt, et les industriels l'ont compris, c'est de combiner plusieurs mécanismes d'action. Par exemple, on combine un médicament qui fait perdre du poids avec un antifibrosant. Donc on potentialise l'effet et on arrive à une meilleure efficacité comme ça. Voilà, je voudrais juste, avant de terminer, remercier toute mon équipe de recherche clinique et en particulier ceux qui sont dans la salle, mon infirmière et mes attachés de recherche clinique, qui font, on ne se rend pas compte comme ça, mais un boulot colossal parce que c'est extrêmement rigoureux, ça demande un travail de fourmi derrière et elles le font avec beaucoup de conscience, beaucoup de volonté et toujours dans l'intérêt du patient, donc je tenais vraiment à les remercier. Je vous remercie de votre attention. Une question, des questions pour le Dr Trucchi, les nouveaux médicaments? Merci. Oui, merci, bonjour. Quelle est la durée avec le nouveau médicament? En combien de temps un patient peut-il être guéri?
C'est toute la question, parce qu'on est dans une maladie chronique. Donc, par exemple, on a eu des protocoles de phase 2 avec les analogues du GLP-1, donc par exemple le sémaglutide, qui ont montré une efficacité, effectivement, mais quand on ne change pas notre comportement alimentaire, à l'arrêt du traitement, on reprend du poids et ça recommence. Donc la plupart du temps, ce sont des traitements qui sont au moins sur plusieurs années. Dans la plupart de nos protocoles, on part sur 2-3 ans de traitement. Donc c'est aussi la question qui va se poser lors de la commercialisation, c'est sur combien de temps on va partir de le traitement. Et c'est ce qui va jouer aussi dans la négociation du prix de ces nouveaux médicaments. Par exemple, le resmetirom, on a des patients dans notre protocole depuis au moins 2 ans et demi. Donc on part sur un temps quand même relativement long. Il faut savoir que la fibrose, ça met des décennies, monsieur Anti vous l'a dit, pour s'instaurer. Et ça met quand même si on a un coup de pouce avec le médicament, c'est pas en 2 mois quand même. Donc il faut du temps. Et puis, ça ne traite pas la cause. Donc, si on ne modifie pas, c'est pour ça qu'en préambule, j'ai insisté sur l'hygiène de vie et les modifications du comportement alimentaire, parce que si on arrête tout, ça va recommencer. Très bien, merci beaucoup Régine. Alors, si Régine et moi sommes des vieux briscards de l'hépatologie, il y a un petit nouveau qui a intégré l'équipe. Et quand je dis un petit nouveau, en fait, c'est également un vieux briscard. D'ailleurs, c'est le docteur Michel Raillard. Et le docteur Michel Raillard donc, est chirurgien transplanteur hépatique, chirurgien hépatobiliaire. Il a travaillé longtemps à Rennes et il va nous annoncer qu'il reste à Nice. Merci Michel d'être ici en tout cas. Merci beaucoup, professeur Anti, pour cette très gentille introduction et merci aussi pour l'invitation. Donc, moi, je suis chirurgien digestif. Je vais donc vous parler de la transplantation hépatique pour la MASH. Mais comme il y a eu des brillants intervenants avant moi qui vous ont expliqué comment tout faire pour justement ne pas en arriver là, finalement, ce que je vais vous dire ne servira, je l'espère, à rien. Malheureusement, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit le cas, en tout cas pas tout de suite, puisque effectivement, nous sommes vraiment en face d'un problème de santé publique. Le professeur Anti vous a déjà montré cette représentation de l'incidence et de la prévalence plutôt de la MASH dans le monde, et on est clairement avec une incidence extrêmement élevée. Il y a quasiment 30% de la population mondiale qui a ce qu'on appelle donc une MASLD, c'est-à-dire une stéatose hépatique, c'est-à-dire de la stéatose, du gras dans le foie. Ce qui fait que c'est devenu aujourd'hui la première cause d'hépatopathie, c'est-à-dire c'est la maladie hépatique la plus répandue dans le monde, et avec une augmentation extrêmement importante. Vous pouvez voir sur le graphique en bas qu'entre 1990 et 2019, donc on n'est même pas encore en 2024, il y a eu plus 50% de la prévalence dans le monde de cette maladie. Et ça, c'est dans la population, on va dire générale, où vous avez 30%. Si vous maintenant concentrez dans la sous-population des patients qui sont soit en surpoids, soit en obésité ou avec un diabète de type 2, vous avez une prévalence de cette maladie qui augmente quasiment jusqu'à 80-90%. Alors, quand je dis maladie, c'est donc uniquement la MASLD. Si on veut savoir quelle est la proportion de patients qui ont cette fois-ci une MASH, donc la forme la plus agressive en quelque sorte, puisqu'il y a cette fois-ci de l'inflammation et qui peut conduire à la stéatose, eh bien là, on a une estimation, puisque si on voulait savoir cette prévalence exacte, il faudrait faire un test ou une biopsie à tous les patients. C'est évidemment pas possible. Cependant, avec des formules mathématiques, on estime que finalement, il y a quand même 5% de la population dans le monde. Donc, encore une fois, ça concerne un nombre de patients finalement extrêmement important qui ont donc une MASH, c'est-à-dire, encore une fois, du stéatose hépatique, mais associée avec de l'inflammation qui va conduire vers la fibrose. Alors, vous voyez que c'est des chiffres extrêmement importants avec donc une évolution extrêmement rapide et brutale sur les dernières années. Et cela a conduit donc à une vraie modification de l'épidémiologie, en quelque sorte, de la transplantation hépatique,
avec donc une forte progression de la MASH comme indication de transplantation hépatique. Et là, vous avez les chiffres aux États-Unis, et notamment sur les deux graphiques que vous voyez sur la droite, où c'est devenu la première cause de transplantation pour cancer, c'est-à-dire que les patients qui ont une MASH vont développer un cancer et vont être candidats donc, à une transplantation hépatique, et c'est devenu la deuxième cause de transplantation hors cancer, c'est-à-dire pour cirrhose décompensée. Ça reste derrière les pathologies alcooliques, enfin les maladies liées à l'alcool, mais vous voyez que donc on est aujourd'hui avec des chiffres extrêmement importants d'indications. Alors en France, on est en quelque sorte un petit peu en retard, tant mieux, mais est-ce que c'est vraiment du retard? Alors l'une des raisons, c'est que vous pouvez voir donc sur ce schéma-là, alors on ne le voit pas très bien, mais en fait en 2017, dans les indications de transplantation hépatique, il y avait 0% de NASH. Et pour une raison très simple, c'est que le terme de MASH, de NASH et maintenant de MASH, a été introduit qu'à partir de 2018. Donc forcément, à partir du moment où vous n'aviez pas cette possibilité dans la nomenclature, eh bien, les patients étaient transplantés, mais étiquetés sous autre chose, sous une autre catégorie. Et puis, ça augmente progressivement, mais on est encore bien loin des chiffres que l'on peut observer aux États-Unis. Cependant, il y a malheureusement, et on le sait, un décalage entre ce que l'on a aux États-Unis et ce qui va arriver en Europe, et en général, c'est à peu près 5-6 ans. Ce qui veut dire que ce que vous voyez en haut et à droite, eh bien, c'est ce qui va nous arriver à peu près en 2030. C'est ce qui a été à peu près établi. Donc vous allez voir que malheureusement, la MASH va devenir probablement la première indication de transplantation hépatique en Europe et notamment donc en France. Alors la transplantation hépatique, c'est un traitement qui est de dernier recours en quelque sorte, mais qui est quand même, on va le dire, extrêmement efficace. Alors on traite des maladies qui sont très graves. Donc la cirrhose décompensée, c'est-à-dire les patients qui ont une cirrhose avec soit de l'acide, comme l'image que vous avez vue au tout début, ou alors qui ont d'autres soucis liés à la cirrhose, et notamment ça peut être une insuffisance hépatique, les cancers du foie, et puis tout un tas d'autres pathologies, que ce soit des maladies biliaires, auto-immunes ou des déficits congénitaux. Ces patients-là, dans la plupart des cas, on les guérit. C'est quelque chose d'assez important en médecine, puisque finalement, il n'y a pas énormément de pathologies qu'on est capable de guérir. Si vous avez une hypertension artérielle ou même un diabète, on va vous traiter, on va vous mettre des médicaments qui vont vous corriger, en quelque sorte, ou donc traiter votre diabète, mais on ne va pas vous en guérir. C'est-à-dire que si vous arrêtez les médicaments, eh bien votre diabète, ou votre hypertension artérielle, elle va être décompensée, elle va réapparaître en quelque sorte. Donc, ce sont des médicaments qui servent donc à traiter, mais pas à guérir. Pour la transplantation hépatique, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce n'est pas le cas. Justement, là, on guérit. À partir du moment où vous avez une cirrhose qui est symptomatique, si on vous change le foie, eh bien, vous n'avez plus de cirrhose et on a résolu le problème. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez, en quelque sorte, magique, puisqu'on change l'organe, on règle le problème de façon définitive. Et avec une efficacité qui est relativement bonne. Vous avez ici les chiffres de survie des patients transplantés pour les différentes indications. Et donc, vous voyez la cirrhose alcoolique qui est aujourd'hui la première indication en France, suivie de peu avec le cancer du foie, très souvent sur cirrhose alcoolique. Et sur ces pathologies-là, vous avez des survies à 1 an de l'ordre de 90%. Alors, ça veut quand même dire qu'il y a 10% des patients qui décèdent dans la première année. C'est trop, certes. Cependant, il n'y a pas de traitement avec une efficacité à 100%. Et puis, il faut quand même garder à l'esprit que l'on transplante des patients extrêmement graves avec une intervention extrêmement lourde. Ce qui veut dire que finalement, donc, les résultats sont quand même assez satisfaisants. Et notamment pour les cancers du foie, vous avez des survies à 5 ans de l'ordre de 75%. Si vous comparez ces chiffres-là avec les autres résultats des autres cancers, notamment digestifs, on est quasiment dans le traitement le plus efficace de toutes les pathologies cancéreuses. Donc, ça reste un traitement lourd, qui reste, on va dire, limité essentiellement par son accessibilité, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 2 à 3 fois plus de candidats que de greffons disponibles pour pouvoir transplanter les patients, donc on ne peut pas tous les transplanter.
Et donc, on est obligé comme ça de faire une sélection, en quelque sorte, en fonction de la gravité. Et malheureusement, les patients qu'on n'arrive pas à transplanter suffisamment tôt, eh bien, ceux-là ont un pronostic qui est extrêmement mauvais. Et donc, vous voyez que en fonction donc, de l'évolution des indications, la question qu'on peut se poser, c'est, étant donné que la MASH est devenue ou va devenir une indication extrêmement importante de transplantation hépatique, est-ce que finalement les résultats sont les mêmes? Eh bien, la réponse est oui, heureusement. C'est-à-dire que si vous comparez la survie des patients qui sont transplantés pour une cirrhose d'origine MASH, et notamment par rapport à les cirrhoses d'origine alcoolique. Alors vous voyez, c'est les courbes en bleu ici, que vous allez pouvoir comparer essentiellement avec les courbes en vert. Eh bien, elles sont à peu près similaires. Que ce soit donc pour une indication pour un cancer ou une cirrhose décompensée, c'est-à-dire sans cancer. Là-dessus, donc, on peut dire que le fait de transplanter les patients qui ont une cirrhose d'origine MASH, eh bien, n'altère pas l'efficacité de ce traitement, et donc il est tout à fait légitime, en quelque sorte, en tout cas ce n'est pas une baisse en termes d'efficacité de transplanter ces patients-là. Il y a quand même des risques qui sont un peu plus importants, notamment au niveau infectieux et cardiovasculaire, et donc on sait que ces patients qui sont transplantés, eh bien, ils vont présenter plus d'événements et ils ont plus de risques, malheureusement, d'avoir des complications de cette nature. Mais parce qu'il y a un mais, finalement. Parce qu'on pourrait se dire, c'est très bien, finalement, la transplantation, ça règle le problème de façon définitive. Eh bien non. Parce que pour cette indication-là, et c'est là en quelque sorte le problème actuel, eh bien c'est que la récidive, elle est extrêmement fréquente. Je vous ai dit que la transplantation, ça permettait de guérir les patients pour beaucoup d'indications. Eh bien là, on peut se poser la question. Puisque si vous transplantez quelqu'un pour une cirrhose d'origine MASH, eh bien, dans 80% des cas, à 5 ans, il va représenter de la stéatose dans le foie. Dans 60% des cas, à 5 ans, il va présenter une inflammation à nouveau, et celle-ci va évoluer vers une fibrose évoluée qui peut aller jusqu'à la cirrhose dans quasiment un tiers des cas. Donc vous voyez que finalement, on les transplante, on remet en quelque sorte les compteurs à zéro, cependant, eh bien, ça récidive. Alors pourquoi? Parce que finalement, la MASH n'est rien d'autre que la traduction hépatique d'une maladie plus générale, qui est donc essentiellement donc, le syndrome métabolique. Et le fait de juste changer le foie, en quelque sorte, à partir du moment où vous ne résolvez pas la cause, eh bien, les conséquences, elles, réapparaissent. Et non seulement elles réapparaissent, mais elles réapparaissent encore plus vite. Si vous voyez sur ce schéma-là, quelqu'un qui a une MASH va évoluer en quelque sorte vers le dernier degré de gravité, c'est-à-dire la cirrhose, en à peu près 30 à 40 ans. Eh bien, si vous transplantez ce patient-là, eh bien, il va réévoluer dans un délai beaucoup plus court, qui est d'ordre de 5 à 10 ans. Et là où c'est encore plus embêtant, c'est que si vous transplantez quelqu'un pour une autre cause de cirrhose, eh bien, malheureusement, il peut aussi développer une MASH. C'est ce qu'on appelle la MASH de novo. Et ça apparaît dans à peu près 40% des patients chez qui sont transplantés pour une autre cause. Alors pourquoi? Eh bien en fait, vous le savez, quand on transplante quelqu'un, on est obligé de lui donner des médicaments anti-rejet pour justement mettre en place, pour éviter le rejet. Et on sait que ces médicaments-là, en fait, favorisent le développement ou la survenue d'une nouvelle MASH. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mâchogènes en quelque sorte. Ce n'est pas eux qui entraînent la MASH, mais ils aggravent ou ils augmentent le risque de la faire. C'est comme en quelque sorte des catalyseurs. Et donc, ce qui était habituellement des facteurs de risque qui vont mettre un certain temps avant de devenir pathogènes et se traduire par donc une fibrose évoluée, eh bien, ça va se produire chez des patients transplantés du fait de la présence de ces médicaments beaucoup plus rapidement. Et donc, clairement, on est en face d'un problème puisqu'on va transplanter de plus en plus ces patients-là. On se rend compte que finalement, la transplantation, eh bien, c'est quelque chose d'efficace, mais que ces patients-là, eh bien, ils vont représenter la maladie. Et donc, clairement, on a du mal à parler de guérison pour cette pathologie-là. Et donc, on peut dire que c'est un traitement. Alors, une fois qu'on sait ça, il y a effectivement beaucoup de choses
à faire, parce qu'on ne va pas baisser les bras, on ne va pas se dire bon, bah, c'est une fatalité et c'est comme ça. Et finalement, je reviens sur tout ce qui a été dit avant, parce que les meilleurs moyens pour prévenir la réapparition de la MASH, ou même pour éviter d'aller jusqu'à la transplantation hépatique, eh bien, c'est les mesures diététiques, comme on vous l'a présenté, l'activité physique, le traitement et la correction des autres facteurs de risque, et la chirurgie parfois. Alors la chirurgie, c'est notamment donc la chirurgie métabolique, donc bariatrique, et notamment ce qu'on appelle une sleeve gastrectomie, c'est-à-dire qu'on va réduire la taille de l'estomac pour augmenter plus rapidement en fait, la sensation de satiété. Et ça, aux États-Unis, aujourd'hui, on n'y est pas encore en France, hein, mais pour tous les patients qui sont candidats à une transplantation hépatique dont l'origine est une MASH, qui ont une cirrhose qui est compensée, eh bien, on les incite, on leur recommande à avoir une chirurgie avant pour justement diminuer le risque de récidive de la maladie après la transplantation hépatique. S'ils ne sont pas opérables avant la transplantation, eh bien, on essaye de le faire après. Ça, c'est quelque chose qui probablement, donc si les choses évoluent sur un mode américain en quelque sorte, eh bien, on sera amené à faire en France aussi, très probablement, donc dans les 5 à 10 prochaines années. Mais donc, finalement, on revient à la situation de départ, c'est-à-dire que vous soyez transplanté ou pas, eh bien, il faut tout faire pour éviter donc la progression de la maladie, avec essentiellement donc les règles hygiéno-diététiques, une activité physique et la correction des facteurs de risque. Donc, en conclusion, la MASH, c'est une maladie extrêmement grave. Je remercie mes amis hépatologues pour trouver des noms assez rigolos pour une maladie extrêmement grave ou alors imprononçable. Mais bon, la transplantation hépatique, c'est un traitement qui marche. Dans beaucoup d'indications, on guérit les malades. Pour la MASH, aujourd'hui, c'est difficile de l'affirmer. La récidive, malheureusement, est fréquente et que finalement, le meilleur traitement, ça reste encore et avant tout la prévention. Je vous remercie. Des questions pour le docteur Rayard ? L'ensemble des présentations d'aujourd'hui montre qu'effectivement l'apparition d'une MASH semble bien liée à des comportements un peu pathologiques, d'excès d'alimentation, de baisse d'activité physique ou d'activité physique insuffisante. Est-ce qu'on a exploré d'autres pistes qui seraient à chercher peut-être dans le génome pour savoir si on n'a pas des prédispositions à développer des MASH? Est-ce qu'il y a des recherches en ce sens et est-ce qu'il y a des résultats en la matière? Oui, il y a des résultats. Il y a des susceptibilités génétiques qui sont très clairement identifiées. Et il est, par exemple, le fait dans une famille que quelqu'un ait une cirrhose MASH est un risque démontré pour tous les apparentés du premier degré à avoir une MASH. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques qui ont été identifiés depuis maintenant plus de 10 ans, même plus de 15 ans, notamment le PNPLA3, c'est un gène qui est responsable de la gestion des lipides au niveau des gouttelettes lipidiques que vous avez vues au niveau de différents topos. Eh bien, une mutation sur ce gène entraîne une séquestration des lipides dans le foie. Et ce gène est transmissible, puisque c'est ce qu'on appelle un polymorphisme, c'est-à-dire une mutation relativement fréquente au sein de la population, présente à travers le monde, plus souvent trouvée dans certaines ethnies que dans d'autres. Et clairement, c'est associé, en tout cas dans des travaux qui ont été validés dans de nombreuses études. Alors, pour l'instant, néanmoins, ça ne se traduit pas en médecine dite de précision, c'est-à-dire de médecine adaptée à un patient donné. Il n'y a pas encore de cartographie du génome validée dans la MASH. Ça ne se fait pas encore, mais il est possible dans les années à venir que ça se fasse. Comme on fera peut-être des cartographies du microbiote, parce qu'un autre acteur dont on n'a pas le temps de vous parler aujourd'hui, Delphine en a dit quelques mots, qui peut jouer dans la pression de la MASH, c'est notre microbiote intestinal, c'est-à-dire la composition des différentes bactéries qui y sont présentes dans l'intestin. Une autre question ? Eh bien, il est temps pour moi de conclure. Merci Michel, beaucoup pour ton intervention. J'espère qu'à l'issue de cette conférence, vous comprenez mieux ce que signifie ce foie gorgé de gras. Je voulais rappeler que finalement, les maladies du foie stéatosique, c'est l'archétype d'une maladie chronique qui est, alors certes,
en partie liée à des facteurs génétiques, on vient de le signaler, mais c'est beaucoup une maladie liée à l'environnement. Et en fait, un individu va faire de la MASH parce que finalement, de la phase préconceptionnelle à sa croissance in utero dans le ventre de sa maman, à enfant, adulte, âge mature et personne âgée, eh bien, il va être exposé à différents éléments extérieurs qui touchent au mode de vie. L'alimentation, l'activité physique, le tabac, l'alcool. Maintenant, il y a des papiers qui sont sortis sur la pollution. La pollution environnementale est associée, notamment dans des papiers faits en Chine. Vous savez qu'en Chine, il y a beaucoup d'usines encore, ils utilisent beaucoup de charbon. Eh bien, il y a des papiers assez convaincants qui montrent un lien entre pollution environnementale à des microparticules issues de la combustion avec des maladies métaboliques, dont de la MASH. Les facteurs sociaux sont également des causes de stress et les perturbations de nos écosystèmes, le réchauffement climatique, la densité de la population, l'environnement bétonné, tout notre mode de vie, tout ça va avoir des conséquences sur nos cellules, un vieillissement, des altérations de notre ADN, et ça fait le lit de différentes maladies chroniques, dont les maladies du foie. Donc vous avez vu qu'on vous a présenté les armes pour prendre soin à l'échelon individuel du patient qui est malade, mais j'aime bien rappeler qu'à mon sens, cette maladie, c'est pas qu'un patient malade, parce qu'un patient qui a le foie gras, c'est quelqu'un qui vit dans une famille. Et généralement, dans une famille, on mange le soir ou le midi la même chose, on partage en commun. En tout cas, en France, on a cette tradition culinaire. Et donc, si on mange mal tous sous le même toit, eh bien, c'est en fait pas seulement le mode de vie de celui qui vient consulter le médecin qu'il faut voir, mais c'est l'ensemble du mode de vie familial qu'il faut éventuellement changer. Et c'est extrêmement important pour les enfants. Parce que quand j'ai un couple, enfin, quand j'ai monsieur, par exemple, qui a 40 ans et qui a ses enfants de 5 et 10 ans dans la famille, je m'intéresse à savoir est-ce qu'il y a une obésité infantile présente. On n'a pas eu le temps de vous montrer les chiffres, mais l'obésité, c'est aussi une maladie des enfants. Et les enfants, ils regardent, ils mangent ce que vous leur donnez à manger, et ils bougent comme vous bougez. Et si vous ne bougez pas, ils ne bougent pas. Alors que les enfants, ça ne fait généralement que bouger. Donc en fait, il faut que vous bougiez avec eux. C'est une autre astuce pour bouger. Donc voilà, c'est vrai aussi pour les grands-parents. Les grands-parents peuvent aussi bouger avec les petits-enfants. Mais finalement, vous voyez que ces maladies environnementales, c'est une maladie de nos sociétés humaines. Ce sont nos sociétés aussi qui sont malades, qui nous font parfois du marketing à outrance, qui font des addictions à certaines substances sucrées, qui font consommer plus parce que voilà, il y a des big food industries qui tirent bénéfice de ça. Il y a des vendeurs de soda qui rivalisent d'ingéniosité pour faire évoluer les goûts et toujours avec plus de sucre, plus de fructose industrielle. Et ça, c'est pas très bon. Nos sociétés également, c'est des sociétés où les transports, la mécanisation est importante, on ne marche plus beaucoup. Il y a une mode maintenant un peu de réutiliser le vélo, la marche à pied. Bon, c'est très bien, mais encore faut-il qu'il y ait des pistes cyclables praticables, encore faut-il qu'on puisse le faire. Donc c'est une réflexion pour nos sociétés à faire. Les autres éléments qui peuvent être inquiétants au niveau sociétal, c'est la pauvreté, parce que ce sont des maladies qui sont associées à la pauvreté, à la difficulté de pouvoir se nourrir correctement. Ça a été abordé tout à l'heure lors d'une des questions, parce que pour manger des fruits et des légumes régulièrement, ça coûte un certain prix. Et dans nos sociétés, si jamais le réchauffement climatique met une pression sur l'environnement, si les denrées alimentaires coûtent de plus en plus cher, bien manger risque d'avoir un coût. Donc il va falloir réinvestir de l'argent dans le budget alimentaire, et ça peut être un souci. Et face aux différentes contraintes qu'on peut avoir, il y a un risque sociétal de voir ces maladies augmenter, parce que malheureusement, beaucoup ne pourront pas manger sainement. Et puis, pour la planète, c'est aussi un risque, parce que beaucoup de notre alimentation est une alimentation industrielle, et Delphine Tran vous a signalé ces risques liés aux aliments ultra transformés qu'il faut vraiment éviter. Et ça n'a pas trop de sens de manger une pizza industrielle avec des ingrédients bon marché qui viennent de l'autre bout du monde. C'est pas très économique. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Comment on change notre mode de vie? Eh bien, ce bon régime méditerranéen, il y a des papiers qui démontrent que non seulement ça fait du bien à l'individu, mais finalement, le fait de manger des aliments de proximité, de saison, et de les manger ensemble dans notre art de vie méditerranéen, c'est assez vertueux, non seulement pour vous, pour votre famille, et pour l'environnement. Donc on fait d'une pierre plusieurs coups, et c'est sur ces mots que je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que la conférence vous a plu. Nous avons un moment de convivialité qui se passe par cette porte-ci. Nous avons quelques boissons, beaucoup de soft. Vous ferez attention à ne pas trop boire de soda, et il y a quelque chose à manger. Vous les mangerez avec modération. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre attention.